Bonsoir et bienvenue dans Et si on parlait vraiment d'ufologie, c'est le numéro 12 de l'émission où on va parler d'ufologie. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Royer comme chaque trimestre. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Nous avons aussi deux invités exceptionnels pour l'occasion de la sortie de leur livre. Il s'agit de Sarah Wittenheim et de Daniel Robin. Bonsoir Sarah. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Bonsoir Daniel. Bonsoir Antoine, bonsoir Sarah, bonsoir. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir que vous soyez là ce soir avec nous, déjà pour nous présenter votre livre, et puis aussi pour participer à ce débat. D'autant plus qu'on a notre ami Jérôme qui nous a fait un petit peu défection ce soir. Voilà, le pauvre. Il a eu un empêchement de dernière minute et il enrage. Mais voilà, mais ça sera la prochaine fois, GG, t'inquiète pas. Ta place, elle est bien au chaud. Et avant donc d'attaquer directement dans le vif du sujet et puis de présenter ce livre-là qui va sortir incessamment sous peu, Stéphane, en deux, trois mots, le programme des sujets que tu vas aborder ce soir. Alors écoute, c'est très simple. On va tout d'abord parler d'un objet en forme de tic-tac qui aurait été peut-être repéré sur Mars. Et alors, qu'est-ce que c'est? Nous verrons cela ensemble. Nous allons ensuite nous intéresser à la question de la rétro-ingénierie. Comment pourrait-on copier de la technologie extraterrestre? Est-ce possible? Et si oui, comment? Donc on va s'interroger là-dessus. Et enfin, sur un dernier sujet, nous demanderons si certains enlèvements ne seraient pas justement je dirais, le biais d'une guerre psychologique menée par la CIA pour décrédibiliser le sujet. Voilà, nous verrons cela ensemble. Mhm. Très intéressant. Et puis on en profite aussi parce que c'est dans même plus 3 mois maintenant pour vous rappeler les dates du festival, du congrès dédié à l'ufologie organisé par Damian ex situ, 28 et 29 juin à Carcassonne. Tu y seras toi Stéphane? Oui, j'y serai effectivement, puisque j'ai pu participer donc à l'une des expositions qui concerne un certain nombre de cas d'enlèvement qui sont traités sous forme de bande dessinée avec un certain nombre de développements. Voilà, ceux qui seront sur place verront. Et puis, effectivement, il va y avoir aussi un beau parterre de personnalités qui seront présentes. Hein. Voilà, tu les affiches peut-être. On aura notamment Marie-Thérèse Debrosse, on aura Whitley Strieber, qui est effectivement un invité américain qu'on ne voit pas souvent en France et qui a beaucoup écrit sur les abductions parce que lui-même en a vécu. Voilà, on se souvient tous de Communion, Transformation, ces deux ouvrages qui sont traduits en français. Voilà, il y en aura d'autres, effectivement, et puis on retrouvera un certain nombre d'autres personnes, telles que Egon Kregel, Nicolas Dumont, Helen Dansley, donc du Képan. Voilà, donc il y aura du beau monde, effectivement, et là tu mets en avant ceux du dimanche, Yann Karoff, David Gallet, Bertrand Meust, voilà. Et donc une table ronde pour terminer effectivement ces 2 jours de folie, je dirais, avec du beau linge. Voilà. Donc venez nombreux parce qu'il reste encore des places. C'est ça, il reste encore des places. De toute manière, on aura l'occasion de recevoir très bientôt Damian, parce que là, il y a 3 festivals qui se pointent à l'horizon, entre celui de Damian, celui de Christophe et Violette, et celui de Stéphane. Le Vacher, on fera une émission dédiée à cela, d'ailleurs avec Jean. Ok. Eh bien, écoutez, ce soir, donc, Sarah, Daniel, on vous a reçu pour l'occasion, parce que vous avez coécrit un livre ensemble qui s'appelle OVNI, briser le silence, en sous-titre Révélation des lanceurs d'alerte, agence de l'ombre, rétro-ingénierie, entité non humaine, intelligence artificielle, armes ultra high-tech. Voilà, c'est aux éditions Le Mercure Dauphinois. C'est quoi la genèse de ce livre qui veut commencer, Daniel? Eh bien, écoute, en fait, bon, on se connaissait déjà un petit peu avec Sarah, puisqu'on était entré en contact justement à propos de l'événement Eco-Event. C'était en novembre 2023, je crois. On avait échangé, et puis il y a Najib, qui est le cofondateur de Vertical Project avec moi, qui est intervenu à Eco-Event, dont on se connaissait un petit peu.
Et puis, on a échangé par mail, par téléphone, par SMS, etc. On a eu de longues conversations qui ont duré, parfois ça pouvait durer 1 heure. Donc, on échangeait beaucoup d'informations tous les deux. Et puis, bon, on a accumulé de l'information. Moi, j'ai accumulé beaucoup d'informations. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ça serait un petit peu dommage que cette information disparaisse, qu'elle soit pas partagée. Et je vais poser la question, est-ce que tu serais OK pour qu'on puisse écrire un livre dans lequel ben, on pourrait mettre toutes les informations qu'on a accumulées au fil de nos conversations et de nos échanges. Voilà un peu l'origine de ce livre. Alors ça demandait quand même pas mal de travail parce que bon, le fait de discuter et puis de jeter un peu des idées comme ça en vrac et puis de les mettre en forme et puis de construire quelque chose de cohérent, ça demande quand même pas mal de travail. Et en fait, bon, le projet est né assez rapidement. Et assez rapidement, on s'est mis d'accord sur ce que moi j'allais traiter comme sujet et ce que Sarah allait traiter comme sujet. Donc ça s'est fait tout naturellement, sans conflit, sans heurts, sans dispute. Ça a été vraiment très fluide. Les choses se sont mises en place assez rapidement. Et donc, moi, j'avais déjà été publié par Geneviève Dubois, qui est la directrice des éditions du Mercure Dauphinois, parce que c'est elle, en fait, qui m'avait demandé que je lui fasse un livre sur les ovnis. Je lui avais déjà écrit 2 livres sur les ovnis, et là, elle me dit, bon, les ovnis, ça marche bien, est-ce que tu peux me faire un livre sur les ovnis? Alors, bon, tout seul, je me dis: «Voilà, tout seul, ça va être compliqué de faire un livre sur les ovnis», j'aurais pu le faire, mais et je me suis dit: «Bon, là, ça serait l'occasion justement d'écrire un livre à 4 mains ou à 2 mains» et bah, Sarah est arrivée et puis voilà, donc ce livre, on l'a écrit à 2 et bon, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va apporter des éléments nouveaux à l'ufologie parce que Sarah, elle est très connectée à l'ufologie américaine. Bon, elle parle bien anglais, donc elle connaît aussi des ufologues américains. Elle connaît bien Louise Elizondo, elle connaît Chris Mellon, des gens comme ça, enfin des journalistes. Et donc, dans le livre, c'est vraiment quelque chose de central. Et le livre parle surtout de la révélation et de l'ufologie américaine. Voilà. Voilà en quelques mots comment on peut résumer la genèse de ce livre. D'accord. Oui, parce que toi, Daniel, effectivement, t'en es pas à ton galop d'essai. Tu parlais de révélation. Tu as écrit sur la révélation du secret de Fatima, par exemple. Tu as eu plusieurs ouvrages ufologiques, les triangles de la nuit. Euh, J'en avais vu un autre, Civilisation planétaire. Bon voilà quoi, t'es à peu près une dizaine d'ouvrages, ou peut-être plus même. Alors là, j'en suis à 14 livres. Voilà. J'ai commis 14 livres. Alors qu'ils ne traitent pas tous d'ufologie, hein. En fait, mon premier livre sur l'ufologie, c'est un sujet, bon, que je voulais pas spécialement traiter, c'était sur les mutilations animales et en fait, j'ai eu la chance de connaître, Jackie Causant qui est disparu malheureusement et qui m'a remis un rapport, du NIDS, NIDS, donc c'est une organisation américaine qui avait été fondée par, Bigelow et il y avait Jacques Vallée qui faisait partie de cette association et ce rapport, c'était un rapport sur les mutilations animales et ce rapport était tellement, exceptionnel et extraordinaire que bon, j'ai décidé d'écrire un livre sur ce sujet. Mais j'avoue que c'était pas mon sujet de prédilection, les mutilations animales. Et puis, derrière, bah, j'ai enchaîné avec, le livre sur, les ovnis triangulaires. Donc, c'est un livre en fait qui, résume, plusieurs années de recherche, au sein de l'association, OVNI Investigation, parce que j'étais aussi président de l'association OVNI Investigation, qui est aujourd'hui, en sommeil. Et donc, à une époque où entre les années 2000 et 2014, on va dire, on a, eu énormément de cas d'observation d'ovnis triangulaires.
Donc, j'avais amassé une quantité impressionnante d'enquêtes, de matériaux, et bon, je me suis dit, ce serait dommage que tout ça soit perdu, et donc c'est de là qu'est né le livre sur les trilles. D'accord. On voit aussi derrière toi ta deuxième passion, en tout cas on la devine, à cette magnifique épée. C'est peut-être une épée à deux mains, c'est celle-ci. C'est une épée, oui, parce que bah, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'ésotérisme, tradition ésotérique occidentale, orientale, aux ordres de chevalerie, aux Templiers, aux sociétés secrètes, voilà, à la spiritualité aussi. Donc, bon, je suis pas monomaniaque, c'est-à-dire que je n'ai pas qu'une seule passion, j'en ai plusieurs. Mhm. Et avec une bibliothèque, ouais, il y a pas mal de livres, et vous voyez pas tout, hein, il y en a encore beaucoup ailleurs. On les devine derrière. Ouais. Et de ton côté, Sarah, du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans l'aventure? Ben disons que c'est vrai que toutes ces conversations qu'on avait en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il me disait par exemple quelque chose en rapport avec quelque chose sur lequel je travaillais moi aussi. Du coup, j'avais de l'information, je complétais son information. Et puis c'est vrai que au fil du temps, après toutes ces conversations, il m'a dit mais pourquoi pas écrire un livre ensemble? Je me suis dit waouh, parce que c'est pas rien hein, d'écrire avec Daniel Robin, donc je ne savais pas trop. Et finalement, c'est vrai que ça a été extrêmement fluide parce que bah, j'ai écrit de mon côté, je lui ai envoyé les textes au fur et à mesure. Il les a lus, il m'a dit ouais c'est parfait, c'est super, tac, on va l'intégrer là, on va l'intégrer ici. Puis au final après, il a dit on va faire aussi une deuxième partie, donc il a sa partie, j'ai la mienne. Et puis ça s'est fait vraiment ouais, très naturellement, comme C'est si c'était naturellement, ouais. ouais, c'était voilà. En même temps, il parle d'autres passions. J'en ai d'autres aussi que l'ufologie, que tout comme toi. On a beaucoup parlé des Templiers. On a beaucoup parlé aussi de l'affaire de Rennes-le-Château, puisque j'ai Ah vécu oui, 8 ans aussi à Carcassonne, donc d'accord. je connais très très bien Oui, c'est l'affaire. vrai, le château, oui, on a eu une belle conversation sur le château. Tout à fait, ouais. Comme je connaissais Didier Ricard de Thury, c'était mon mentor dans l'affaire qui m'a tout appris sur le sujet. Donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs sujets en fin de compte qui nous rapprochaient. Et donc voilà, c'est vrai que je suis beaucoup l'actualité américaine. Je l'ai toujours fait, même avant EcoEvent, puisque j'avais toujours des contacts à l'étranger via mon mari, puisqu'il est producteur d'émissions de radio à Londres et qu'ils interviewent énormément de personnes. Et il y avait à l'époque Howard Hughes qui avait sa propre émission qui s'appelait Unexplained. Et donc c'est vrai que lui, il a toujours eu des contacts avec Avi Loeb, avec d'autres personnes aussi aux États-Unis, notamment il y avait Gary Nolan, il y a beaucoup de gens qui étaient pas encore venus sur la scène publique non plus. Et grâce à lui, j'avais toujours des contacts avec l'étranger aussi, quoi. Donc c'est sûr, c'est ce qui a permis aussi de pouvoir faire EcoEvent, quoi. Mhm. Oui, qui est un très très beau, très très bel événement qui a eu lieu. C'était en octobre ou septembre dernier, novembre peut-être. Non, c'était novembre 2023. No- Novembre 2023, ouais. Ah oui, c'était déjà 2023. Oh là là, incroyable. Ouais, t'y avais participé, toi, Stéphane. Ah bah oui, oui, j'étais présent, bien sûr. Mais en plus, il a participé à l'écriture du livret de Ouais. EcoEvent. Ouais, ouais, mais il avait fait le cachotier, il nous avait pas tout dit au moment, au moment de l'événement. Il était resté dans les secrets de l'organisation, c'est bien. Et donc voilà, ça Donc, s'est fait naturellement. Voilà. du coup, si on revient à votre livre, déjà la date de sortie officielle, quand est-ce qu'on va pouvoir le trouver dans toutes les bonnes librairies? Le 7 avril, normalement. Hein, je te Alors, laisse le dire. livre sort officiellement, oui, il sort le 7 avril prochain en Hum. librairie. Alors, on peut D'accord. déjà le commander sur Amazon, il est en précommande sur Amazon, mais on pourra l'avoir en librairie le 7 avril. Je Voilà. pourrais rajouter que c'est vrai que dans le livre, qu'est-ce qu'on y trouve?
On y est Oula. beaucoup de Alors, choses. le livre fait 320 pages. 320 pages. Il y a énormément d'informations dans ce livre. Énormément Et en d'informations. même temps, on n'avait pas suffisamment, c'est pour ça qu'on en écrit un deuxième maintenant. Oui. On n'avait pas assez de place. Ouais, si je peux prendre un thème au hasard là, qui m'attire quand je regarde la couverture, les agences de l'ombre. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce chapitre-là, les agences de l'ombre? Bah, je pense que qu'est-ce que vous entendez par agence de l'ombre? Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi lorsqu'on évoque les agences de l'ombre? Les services de renseignement, peut-être. Bah voilà, Mm. c'est principalement les services de renseignement, hein. Mhm. Ouais, moi ça me fait penser Men in Black aussi. Je sais pas si c'est abordé dans le. Non, bah, Pas Si, à forcément. un moment donné, je parle du chapitre de ce que se dit Dr. Lakatsky et Kelleher sur les Men in Black, justement. C'est qui est vraiment très, très intéressant, ce qui est dit d'ailleurs. alors, On parle des implants, on parle des forcément, déclarations. si on Ouais, parle de révélation, on parle de révélation, et la révélation, bon, elle s'est faite surtout aux États-Unis. On sait ouais. très bien que tous les lanceurs d'alerte qui ont fait des révélations viennent du milieu du renseignement ou des milieux militaires. Donc, c'est pas un hasard. Ils viennent d'agences qu'on connaît, qui ont des noms, qui sont identifiables, mais il y a certainement des agences dont on ne connaît pas les noms et qui ne sont pas identifiables. Donc, c'est ce qu'on peut appeler les agences de l'ombre, ces agences qui agissent dans un secret absolu et dont on ne connaîtra jamais les noms, ouais. Ben, c'est vrai que le problème de ces lanceurs d'alerte qui viennent finalement des milieux des renseignements, ben, on sait jamais trop sur quel pied danser, savoir est-ce qu'ils sont sincères dans leur démarche, est-ce qu'ils font de la vraie révélation, ou est-ce que ils font de la révélation, on va dire, commanditée, orientée justement par peut-être par des. Moi, je pense personnellement que déjà à la base, c'était programmé. Et ça, par contre, j'en parle plutôt dans le deuxième tome. Enfin, j'en ai parlé un peu dans le premier. Mais c'est vrai que c'était programmé. Et puis, c'était Tom DeLonge qui était à la base To the Star Academy of, Académie, ouais. euh, ouais, of Art and Science, qui avait effectivement, euh, on va dire qu'il avait élaboré un projet de divulgation et qu'il avait des contacts avec des complexes militaro-industriels, qu'il a montré son projet à une personne influente du gouvernement américain, qui a tout de suite vu en fait la valeur de ce projet. Parce que, en fait, il y a eu plusieurs tentatives de divulgation, faut le dire quand même, parce qu'ils avaient déjà tenté de divulguer déjà en 1970. Ça, je vais aussi en parler, mais c'est plutôt dans le deuxième. Enfin, j'en parle un petit peu quand même avec l'affaire Holoman dans le premier tome. Mais il est vrai qu'il y avait déjà eu des tentatives de divulgation, puisqu'à un moment donné, à la Norton Base, il y avait des représentants du Parti républicain en 1971 qui avaient fait appel à un réalisateur et compositeur qui était Robert Emenegger, et pour faire un film qui s'appelait UAP. Non, c'était OVNI, Past, Present and Future. Et ça avait été commandé justement par des représentants de la base de Norton en Californie pour pouvoir divulguer un petit peu sur le sujet des ovnis et notamment sur un film que possédait le département de la Défense, d'un film qui apparemment s'avérerait être vrai, d'un premier contact donc en 1964. Et c'est vrai que déjà on a eu le 24 avril 1964, on a eu donc l'affaire Socorro, c'est-à-dire cet objet, c'est en forme d'œuf, qui avait atterri d'ailleurs en forme d'œuf, justement. C'est pas mal aussi, en rapport avec Trinité, puis Jack Bauer. Mais en fait, qui avait donc atterri à Socorro. Puis ensuite, le lendemain, donc le 25 avril 1964, on a donc des disques qui ont été filmés lors d'un test. En fait, ils étaient en train tout simplement de filmer un test d'accélération sur la base. Et c'est à ce moment-là il y a 3 disques qui sont apparus, dont un qui aurait donc atterri avec des créatures qui seraient sorties du disque, etc. Ce film, ils l'ont au sein du département de la Défense. Ce serait bien qu'ils le déclassifient s'il est vraiment
s'il existe vraiment et qu'il est réel. Apparemment, il existe puisque le producteur qui s'appelait Alan Sandler a certifié auprès de James Fox, celui qui avait fait le film documentaire de The Phenomenon et The Program. Il avait vu, en fait, il certifie avoir vu le film authentique. Et donc à partir de là, grâce à ce film, normalement, ce film documentaire donc que devait faire Emmett Eger et Alan Sandler, ils l'ont fait, sauf que le département de la Défense, à la dernière minute, a refusé de donner le film, en fait. Ça, je l'explique dans le premier tome. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu le divulguer à cause de l'affaire Watergate. Donc, sous Nixon, où effectivement, il y avait eu une affaire d'espionnage, comme quoi il avait espionné son concurrent, etc. Donc, du coup, forcément, ils n'ont pas pu divulguer. Mais c'était prévu, en fait. Et ils voulaient divulguer le vrai film au sein de ce documentaire, ce qui n'a pas pu être fait. Donc, en fait, il y a eu quelques tentatives de divulgation. Et au final, ils ont, par rapport à ce qui se passait avec les Russes, avec plein de choses, etc., ils ont fini par garder le secret. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on sait que c'est programmé. Et ça, par contre, dans le deuxième tome, puisque j'ai eu les informations après, déjà en 2008, il y avait, comment il s'appelle, Al Povenmire, qui était de la NASA, qui avait travaillé avec Van Braun, qui a dit à Chris Bledsoe, un des témoins, enfin c'est compliqué parce qu'il faut faire des ramifications en permanence entre tous ces noms, etc. Je pense que les gens ils vont se perdre, mais par écrit c'est mieux quand même, on peut bien distinguer. Et c'est vrai qu'il avait déjà dit qu'en 2008, qu'il y avait une divulgation qui était prévue pour 2025. Donc voilà, mais ça, c'est à découvrir dans la lecture. Et alors, est-ce que vous abordez le sujet Trump aussi dans le livre ou pas du tout? Parce que il avait promis de faire une divulgation, notre ami Trump. Qu'est-ce qu'il en est? Et apparemment, il n'aurait pas encore fait de divulgation fracassante, notre ami Trump, hein. Non, mais par contre, Alors, ce là, sera peut-être dans le volume 2, si on a des oui. infos de ce côté-là. Là, il y Peut-être. a une info qui est sortie là récemment, hein, comme quoi David Grush, enfin c'est peut-être Stéphane qui veut peut-être en parler, je sais pas. Vas-y, vas-y. Vas-y, je coupe la Parce que presse. David Grush, en fait, Elisando et Chris Mellon vont donc participer là au mois d'avril à une réunion d'un SCIF, en fait, ce qu'on appelle Oui. le SCIF, c'est une chambre de haute sécurité où ils peuvent dévoiler les choses sans que ça puisse sortir de cet endroit. Et seuls ceux qui ont des habilitations de haut niveau peuvent y accéder. Et en fait, c'est le membre du Congrès Berlinson qui avait présidé d'ailleurs la première audition avec David Grush. Et c'est donc Berlinson récemment, on a dit que David Grush allait travailler avec lui dans cette divulgation et que donc la républicaine Luna a récemment déclaré que ce skiff aurait lieu. Donc c'est une première parce que ça veut dire que les membres du Congrès vont pouvoir, à huis clos, obtenir toutes les informations que Luis Elizondo, que David Grush et Chris Mellon ne peuvent pas dire en public. Donc c'est quand même énorme parce que enfin le Congrès va obtenir ces informations directement avec, donc ça veut dire que David Grush, comme il avait déclaré dans la première édition qu'il y avait des engins qui se trouvaient, il savait où se trouvaient ces engins, où est-ce qu'ils étaient conservés, ainsi que les matériels éventuellement biologiques, etc. Là, dans ce skiff, ils vont pouvoir dire au monde du Congrès où ça se trouve exactement, donner le nom des responsables, etc., etc. Donc c'est un peu une première. Donc apparemment, l'administration Trump, en tout cas, semble aller dans le sens de la divulgation. Alors, Sur ce que pourrait apporter Trump, c'est qu'en fait, quand on regarde bien, dans son gouvernement, on a Marco Rubio, qui effectivement a Oui. présidé donc la commission justement au Congrès sur la révélation, la divulgation. Donc lui est vraiment très intéressé par le sujet, donc il fait partie du gouvernement de Trump. Et on a effectivement toutes ces histoires de révélation qui se mettent en place. On est vraiment à la droite ligne. Il faut pas oublier que Donald Trump, à la fin de son premier mandat, avait justement lancé cette initiative au niveau du Congrès, présidée par Marco Rubio. Donc en fait, il est un peu à l'initiative de toute cette histoire de divulgation, alors avec d'autres. Hein. Faut pas oublier aussi que Trump en sait certainement plus qu'il ne veut le dire pour
l'instant en tout cas. C'est aussi quelqu'un dont Luis Elizondo a dit récemment que, a priori, il allait certainement révéler des informations sur les UAP OVNI. Euh, voilà, donc c'est déjà pas mal. Sans parler de toutes les révélations des lanceurs d'alerte que l'on connaît, hein, David Grush, Luis Elizondo, etc. Donc oui, je pense qu'on est bien parti. Alors c'est vrai que tout à l'heure, Antoine a dit une chose intéressante aussi, c'est qu'il a dit que, étant donné que ça venait des services secrets, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Alors je dirais que parmi eux, je pense qu'il y a des gens sincères. Peut-être que d'autres aussi peuvent être aussi orientés, on va dire, vers une certaine forme de divulgation. Il y a aussi de l'information, de la contre-information. Il y a aussi de la désinformation en permanence. C'est ce qui régule peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, moi, de ce que je sais, de ce qu'ils m'ont dit en privé, c'est que, je vais pas tout dire évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire une divulgation graduelle, une divulgation diffuse. Et donc, c'est vrai que quoi de mieux d'utiliser aussi les réseaux sociaux qui sont les nouveaux canaux médiatiques, on va dire. Et donc, effectivement, le fait de faire cette divulgation graduelle permet aussi de diffuser, de distiller l'information au sein de la population, petit à petit, qui prennent connaissance. Et en même temps, bien sûr, il y a de la désinformation, mais ça permet d'une certaine façon de réguler l'information. C'est ce que j'écris dans le deuxième tome. À un moment donné, je donne un exemple. Je dis le gars lambda, enfin, qui n'a pas connaissance de tout ça, mais qui voit un article et qui dit, waouh, attends, il y a un gars qui dit qu'ils ont récupéré des ovnis et qu'en plus, ils ont récupéré des êtres biologiques non humains, en fait. Et là, il voit la contre-information qui dit, oui, non, mais c'est les gens, c'est les gars du renseignement, on peut pas prendre ça au sérieux, on sait jamais s'il faut, c'est de la désinformation. Donc, du coup, le gars, il est rassuré et il se dit, OK, donc je suis pas prêt de voir un ovni ou un alien qui va débarquer dans mon jardin. Tout va bien. Je peux continuer ma vie quotidienne. Donc, c'est aussi un petit peu une forme de régulation. Mm. Et de toute manière, toute information est bonne à prendre, hein, qu'elle soit de l'information, de la contre-information, de la désinformation. Il suffit juste aussi de pouvoir analyser d'où elle vient et quelle qu'elle soit, en creusant un peu, en réfléchissant un petit peu, ça apporte des éléments de réponse que l'on peut recouper avec d'autres informations. Donc en définitive, voilà, même si des gouvernements font de la désinformation et que ça se voit, c'est que justement ils veulent qu'on regarde d'un côté et pas dans l'autre. Voilà. Donc c'est intéressant. Mais après, Faudrait c'est vrai juste. qu'il faut Oui, quand même être prudent et il faut creuser et pas faire de raccourcis non plus. Parce que Tout à fait. j'entends souvent, je vais le faire rapidement et après je donnerai la parole aux autres parce que je vais pas monopoliser. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que j'entends aux États-Unis en ce moment et j'ai entendu en France aussi, on dit oui, la scientologie est derrière. La scientologie, Al Puthoff de Stargate était scientologue, forcément il y a la scientologie. Or, si on creuse vraiment, on s'aperçoit qu'Al-Puthoff, il était déjà au département de la Défense en 1962, que dans les années 60, il a intégré les services de renseignement, donc il était d'abord à la CIA, et ensuite, il est devenu scientologue dans les années 70. Pourquoi? Parce que justement, Ron Hubbard, à ce moment-là, était parti avec son bateau Apollo au Maroc, enfin il était dans les îles grecques, etc. Mais il est aussi allé au Maroc avec 400 membres puisqu'il y avait des enquêtes sur la scientologie à l'époque. Mais étant donné qu'il s'est rapproché du roi Hassan II, ce qui a intéressé fortement la CIA à l'époque, forcément, étant donné que Ron Hubbard s'intéressait aussi beaucoup à tout ce qui avait attrait à la psyché et tout ce qui était en rapport avec le remote viewing, je pense plutôt que c'est la CIA qui a infiltré, en fait, ça c'est mon avis, mais c'est par rapport à ce que j'ai creusé. C'est plutôt la CIA qui a infiltré, en fait, la scientologie pour se rapprocher justement d'Hassan II, parce que ce qu'il voulait, c'était faire un renversement de gouvernement. Et je pense que ça a à voir avec ça. Et il y a aussi le fait... là, j'ai perdu le fil. Lorsqu'on examine ce que disent les lanceurs d'alerte, et notamment David Grush devant le Congrès américain, finalement, pour un ufologue qui est un petit peu au courant de ce qui s'est passé en ufologie depuis les années 60, 70 ou après, c'est pas extraordinaire. Et il dit quoi, David Grush? Il dit on a récupéré, l'armée américaine, on a récupéré des vaisseaux. Bon, ça, on le sait depuis déjà pas mal de temps.
Ils ont récupéré des entités non humaines. Bon, ils disent pas extraterrestres, ils disent non humaines. Et puis à partir de l'étude des vaisseaux qu'on a récupérés, on a fait de la rétro-ingénierie. Ces trois choses-là, un ufologue de base, je dirais, les connaissait déjà depuis très longtemps. Bien Tout sûr. à Ce fait. qui fait la différence, c'est Des que choses c'est aussi. David Grosh qui le dit et que c'est David Grosh qui le dit au progrès, filmé par des caméras, interviewé par un juge, et ça prend une ampleur internationale. En fait, le fond des informations, c'est pas si extraordinaire que ça. Enfin, pour le moment, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver plus tard. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas été vraiment surpris par les révélations de David Grosh. Ce qui est vraiment étonnant et ce qui est le plus important, c'est que ça devienne un débat national et même mondial. C'est-à-dire que c'est officiellement reconnu. Et c'est ça qui est le plus important, finalement. Enfin, Et voilà, juste, juste oui, pour finir, par rapport à ce que je disais, c'est que Avec le roi du Maroc. ouais, en fait, je disais que je pense que c'est plutôt la CIA qui infiltre en fait ce genre d'institution, à l'image de l'Église, parce que j'avais lu un article dans Le Point Magazine qui parlait justement du Vatican, qui utilisait toutes ces communautés religieuses pour infiltrer les pays, pour infiltrer des agents. Et que, de par ce biais, ils avaient la possibilité de pouvoir infiltrer une centaine d'agents dans différents pays, ce que la CIA, elle, n'avait pas la possibilité de faire, parce que très souvent, ils pouvaient en infiltrer peut-être une cinquantaine environ. Et c'est vrai qu'en utilisant les communautés et les organismes religieux, c'est un moyen de pouvoir s'infiltrer dans d'autres pays, en fait, aussi. Donc c'est pour ça que je verrais plus ça. Mais C'est de nouveau le fait que le Vatican infiltre un certain nombre de pays. C'était déjà le cas il y a plusieurs siècles à travers les cours des rois, etc. Donc ce n'est pas nouveau. c'est vrai. je voudrais juste, alors, je vais juste te dire que le premier chapitre de notre livre s'appelle Intimidation, menace et assassinat. Mm. Et Wow. c'est Sarah qui a écrit ce chapitre. Je voulais vraiment mettre ce chapitre en début de livre pour montrer que les personnes qui disent, qui révèlent des choses un petit peu importantes sur les ovnis, ce sont des gens qui sont en danger. Et même, ils peuvent se faire assassiner. Sarah, dans ce chapitre, donne quelques exemples de personnes qui se sont fait assassiner. Donc, c'est pas rien de divulguer certaines choses. Alors, on peut dire oui, ils sont manipulés, etc. Je pense que des gens comme Louise Elizondo, et on a les preuves, hein, et David Grosh sont des gens qui ont pris des risques et qui sont en danger, qui ont eu des menaces de mort quand même, hein. Louise Elizondo, il a perdu son boulot, il a vécu dans une caravane. À un moment donné, c'était un petit peu difficile pour lui, hein. L'ufologie, ça peut être dangereux. Tout à fait. Et rassurez-nous, pas de danger pour vous. Non, Tous les deux. Alors, en je France, je connais, je crois connais pas, deux mais personnes, je connais deux personnes qui sont décédées avec possiblement le lien avec l'ufologie. Ouais. D'accord. Parce que j'avais aussi une autre question à vous poser par rapport à vos sources, par rapport à vos recherches. Est-ce que ce ne sont uniquement que des sources et des recherches, on va dire, Internet, ou comme tu le disais tout à l'heure, Sarah, j'ai l'impression que tu as interviewé, que tu as communiqué directement avec on va dire, des témoins de première main. Oui, alors j'ai discuté avec eux effectivement. Après, c'est surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à trouver des sources qui puissent donc parmi les dialogues j'ai écouté énormément de podcasts, on va dire, de Jesse Mitchell, de beaucoup de Joe Rogan, etc. Tout ça, qui m'ont permis de retrouver un peu ce qu'on m'avait dit aussi personnellement et de pouvoir confirmer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que voilà, moi, je peux pas juste dire oui, on m'a dit ça, on m'a dit ceci. Il faut trouver les sources qui puissent confirmer ce qui a été dit en fait. Donc à partir de là, il y a énormément de travail de recherche à ce niveau-là pour essayer de savoir, voilà ce qui a été dit. Je peux retrouver approximativement ce qu'on m'a dit en privé et de pouvoir le sourcer parce que c'est important de pouvoir le sourcer parce que c'est facile de dire oui, on m'a dit que. Après, c'est vrai que une des personnes qui est décédée en 2022 dont je parle, je connais effectivement un ancien parachutiste de britannique qui la connaissait personnellement et qui m'a
apporter certaines informations aussi par rapport à ce qu'elle subissait au niveau d'un certain type de harcèlement, parce que le service de renseignement, généralement, c'est petit à petit. En fait, il s'infiltre dans la vie de la personne petit à petit par différents moyens euh, pour, euh, pour pousser la personne d'une certaine façon à perdre pied au fil du temps. Donc, ils vont déplacer des objets dans sa maison, ils vont la rendre complètement parano. Il va y avoir plusieurs choses qui vont se produire petit à petit. C'est très progressif et c'est très nocif, très toxique. Et c'est ce qui parfois pousse la personne après à, à avoir des discours un peu paranoïaques. Et donc, le jour où elle se suicide, on se dit, bon, bah, elle s'est suicidée parce qu'elle en pouvait plus. Et puis, au final, on ne sait pas si elle s'est vraiment suicidée ou si elle s'est faite tuer. Oui, ou si on l'a suicidé, effectivement. Mm. Oui, juste un point, parce que, en fait, ça ne figure pas sur la première ni la quatrième de couverture. A participé à notre livre quelqu'un qui est connu dans le milieu ufologique français, c'est Jean-Jacques Velasco. Et Jean-Jacques Velasco nous a fourni un texte concernant le crash de Roswell. Il connaît très très bien le sujet, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille sur ce sujet. Et là, on a des infos nouvelles sur le crash de Roswell dans le bouquin, quoi. Donc voilà, c'est une de nos sources, Jean-Jacques Velasco. Ouais. Eh bien, les amis, on vous l'avait dit ce soir dans Et si on parlait vraiment d'ufologie, on va briser le silence, hein, pour le coup, pour de vrai, en compagnie de Sarah, Daniel et Stéphane. Et Stéphane, moi, je suis sûr que malgré ton immense connaissance sur le sujet, tu vas apprendre des choses en lisant le livre. Ah mais complètement. Enfin, pour avoir déjà échangé avec Sarah sur un petit peu le contenu, oui, bien sûr qu'il y a des choses que je vais apprendre, ça c'est évident. Voilà, bon, il y a évidemment des choses que je connais, il y a des choses dont elle m'a un peu parlé, mais je sais que je vais découvrir plein d'informations. C'est pour ça que j'attends le 7 avril pour pouvoir le prendre. Voilà. C'est vrai que dans le deuxième tome, c'est encore plus fouillé, en fait. On va encore plus loin et on creuse beaucoup plus, en fait. Ah, mais de toute manière, on te sent super motivé, hein. Le premier, il n'est pas encore sorti, que le deuxième, il est déjà à fond, t'es déjà à fond dedans. Allez, à fond. Non, mais c'est ça qui est passionnant. Au moins, voilà, vous partagez votre passion avec tout le monde, et après, ça donne des livres qui sont super agréables à lire, et pas des livres rébarbatifs. Donc, eh ben, écoute, on a hâte qu'effectivement ça sorte le 7 avril. 7 avril, c'est très bientôt, hein, parce que logiquement, cette émission sera diffusée le 2, donc le 7 avril, c'est très bientôt, c'est dans 5 jours, hein, les amis. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue donc le programme de cette émission. On va passer avec Stéphane qui va bien nous faire la revue d'actualité de ce trimestre, de premier trimestre 2025. Donc, n'hésitez pas à intervenir, Sarah et Daniel, hein, si vous voulez apporter vos éléments aussi de connaissances et de réponses au sujet que va aborder Stéphane. Donc Stéphane, le premier sujet, c'est un tic-tac. Voilà, c'est Été ça. repéré sur Mars. Voilà, alors pas le bonbon, bien entendu. Bon, il se trouve que récemment, vers la mi-mars, Paris Match a sorti un article sur justement un objet en forme de tic-tac repéré sur Mars qui pose une question de taille. Voilà, alors, tout est dans le titre justement. Alors, de quoi est-il question? En fait, tu peux diffuser effectivement l'article avec les photos. Il y a une première photo qui a été prise par le rover Curiosity, donc en 2020. Et cette photo a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux et notamment sur Reddit. Bon. Sur cette photo, on a donc une forme cylindrique, lisse, qui semble planer en fait au-dessus du sol martien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle projette une ombre sur les rochers et le sable donc de la surface martienne. Donc on voit tout de suite que cet objet est en hauteur. Voilà. Et en fait, quand on fait un zoom sur une image qui a été capturée par la caméra du rover Curiosity, donc la Mastcam, comme son nom l'indique, donc il y a donc une photo qui a été prise le 3 mars 2020 à 2h32 en temps universel. Et en fait, le détail a été publié sur Reddit et ensuite il a été commenté largement sur le réseau social.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on avait du mal à évaluer la taille de cet objet en forme de tic-tac. Bon. Et il se trouve que sur cette photo prise par le rover Curiosity, en fait, on voit à un moment donné une petite roue dans le coin en bas à droite de la photo, qui est en fait une des roues du rover. Et en fait, cette roue, qui est donc cerclée de rouge, mesure un peu moins de 8 cm de diamètre. Et en fait, ce qu'on aurait pu prendre pour un objet énorme, ne représente en fait qu'une étroite bande de terrain en fait de 2 ou 3 mètres. Ce qui veut dire qu'en comparaison, l'objet en forme de tic-tac ne dépasserait pas a priori la taille d'un véritable tic-tac, l'un de ces petits bonbons. Euh, Ça, ce sont les estimations qui sont faites par Paris Match. Bon, alors évidemment, si c'est quelque chose qui est tout petit, ce n'est pas un vaisseau d'origine exogène. Bon, a priori, je dis bien a priori. Maintenant, il faut se méfier aussi des fausses perspectives. On ne sait pas quelles étaient exactement les conditions d'éclairage. Et puis de toute façon, si on avait quelque chose qui était de l'objet de la taille d'un bonbon tic-tac, ce serait de toute façon un objet qui serait quand même en l'air et qui planerait au-dessus du sol, puisqu'il projette une ombre. Donc on a bien en fait affaire à quelque chose qui est alors, est-ce artificiel, est-ce naturel? La question, elle est là. Mais en tout cas, on a bien quelque chose qui est dans l'air, au-dessus du sol martien. Et est-ce que, justement, là, je me pose la question, on n'aurait pas affaire à une espèce de drone, peut-être, de petite taille, peut-être pas de la taille d'un tic-tac, peut-être un peu plus grande, mais à défaut d'un vaisseau, pour avoir une espèce de drone qui survolerait, qui aurait été pris en photo par hasard, entre guillemets, par Curiosity, euh, et qui serait effectivement un objet qui serait peut-être en repérage, voilà, un petit peu comme nos propres sondes, nos propres drones, en fait. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pourquoi pas un, un vrai, comment dire, de vraies entités extraterrestres de la taille d'un tic-tac. C'est parce que c'est vrai qu'on a dans notre imaginaire, Oui. on dit toujours, on voit toujours, voilà, des immenses vaisseaux aliens avec des entités qui font soit notre taille, qui sont ou soit qui sont deux, trois fois plus grandes. Mais pourquoi pas des êtres microscopiques qui, du Alors, coup, se trimballeraient avec des vaisseaux d'informatique. tu aurais des extraterrestres qui auraient la taille de fourmis ou je ne sais quoi. Ouais, Je crois que ça existe des êtres de vraiment petite taille, un peu comme les momies Nazca, tu vois, de toutes petites comme ça. Je Ah, mais pense ça, que c'est autre chose. Ce ne sont pas des ouais, mais fourmis. là, par non, rapport mais à ce que dit Stéphane, si c'est vraiment le tic-tac, on serait vraiment ouais, sur non, des êtres qui sont de l'ordre même pas du millimètre, quoi. Ah, après, ce que je pense des photos, par contre, c'est vrai que sur X, il y a les photos ont circulé et je me souviens qu'il y en a une où c'est exactement la même photo au même endroit, mais sans l'objet, en fait, sans le tic-tac. Mm. Alors, soit ça a été effacé de la photo, soit cette photo-là est un montage. Ça reste à définir. On sait que la NASA, elle efface des photos, hein, avec l'histoire de McKinnon, tout à fait. qui, grâce aux déclarations, je crois qu'elle s'appelait Harry, c'était une dame qui travaillait à la NASA, et grâce à cette déclaration, il a pu justement situer le bâtiment exact où chercher, parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'il cherchait sur 97 ordinateurs de la NASA et du Pentagone, et c'est que quand il a su que c'était le bâtiment 8 qu'il a en fait pu trouver enfin ce qu'il cherchait. Et c'est vrai que cette dame avait déclaré que ils effaçaient systématiquement les objets des photos, les objets qui pouvaient gêner, quoi. Ou ils détruisaient carrément les photos aussi, effectivement. Ouais, aussi, ouais. Tout à fait. Photos gênantes. Ah, en ce qui Oui, me Daniel. concerne, oui, alors il y a quelque chose qui me paraît assez étrange, puisque tu as dit, Stéphane, que c'est un document qui a été enregistré par une caméra masse. Mascam, Euh, c'est le nom de cette caméra. masse qui dit caméra masse, enfin, quel que soit le nom, normalement, on devrait avoir un film, on devrait avoir plusieurs images. Alors, C'est pas bonne simplement un question. Est-ce que appareil c'est un photo film? qui prend une Alors, est-ce que image c'est un film ou des photos? instantanée à un moment donné. Si c'est une caméra, on devrait avoir aussi d'autres images
Donc là, on aurait un instantané de quelque chose qui serait peut-être un objet en mouvement. On n'aurait peut-être pas l'ensemble des documents, tu vois ce que je veux dire? Alors, Ouais, alors Ça, tu as ça me raison. paraît assez troublant et je crois que pour l'avoir vu quelque part une fois, mais je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse là-dessus. Je crois que justement, ils ne prennent pas en continu pour des raisons d'espace, d'espace disque. Et donc, Ouais, ce sont des photos ouais, prises voilà, à secondes régulières. Je sais plus combien de secondes, effectivement. Ouais. Donc, du coup, d'accord. effectivement, s'il y a mouvement, on le verra jamais parce que, eh bien, il y a pas suffisamment de prise de vue pour pouvoir bien capter le mouvement. Est-ce D'accord. que tu sais qui est la source de la photo? C'est-à-dire, tu dis que c'est Nascam, mais elle appartient à quel groupe aérospatial, en fait, cette photo? Bah, Tu le sais? le rover Curiosity, il a été lancé par Ouais. la NASA, il me semble. Hein. Ouais, donc c'est la NASA, ouais. Ouais, Ouais. mais bon. Mais Mm. il y a des instruments à bord de Curiosity qui ont été faits par les Français, hein. Et je me demande justement si cette caméra n'a pas été faite par les Français d'ailleurs. Oui, c'est possible, effectivement. Ouais, Je sais Mm. que il me semble. Il me semble. matériel français. Ouais, justement, c'est pour ça que je demandais la source, quoi. Ouais. Bon, bah, point confirmé, effectivement. Voilà, en tout cas, on peut se poser la question sur cet objet, sur son origine et sa nature. Voilà. Si c'est pas un vaisseau, ça pourrait être un drone de petite taille. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, Bon, ouais, ouais, je sais pas. On peut utiliser des drones, hein. On voit bien qu'ils utilisent des orbes, tu sais, de différentes couleurs. On Mhm. a des bouts métalliques, etc. Donc, ça peut effectivement être de l'ordre de drones. Pourquoi pas un petit tic-tac aussi. Voilà, Moi, je trouve puisqu'on que a bien des goûts. la partie la plus intéressante, c'est l'ombre qu'il y a en dessous de l'objet. Mhm. Voilà, cette petite partie d'ombre Mhm. qui semble coïncider avec la taille de l'objet en suspension. Ça, c'est assez troublant parce que on ne voit pas par quel autre objet cette ombre aurait été créée. Donc, il semble bien y avoir à cet endroit-là un objet qui serait à quelques centimètres au-dessus du sol, quoi, en quelque sorte. Ouais. Mhm. Et en plus, puisque tu parles d'ombre, c'est intéressant parce que quand on regarde les autres ombres, celles projetées par les rochers, bah, on voit que l'ensoleillement, la source Oui, d'éclairage est la même, elle est uniforme. exact. Elle est vraiment très, presque verticale. Ouais. Alors après, je pense que quelqu'un qui veut faire un faux, veut Oui, utiliser après, des images ou une intelligence artificielle, je pense qu'ils vont tenir compte aussi bien des sûr. Ouais. ombres projetées, hein, évidemment. Ça me Ouais, rappelle une histoire, tu sais, l'histoire de Phobos, où on dit Ah qu'il y avait oui, ah oui, oui, oui. avec un satellite qui était parti en perdition, et en fait, il aurait pris des photos et il y aurait une ombre d'un disque sur ouais. la planète Mars. Mais après, je sais pas ce que ça vaut, mais ça me Euh, rappelle ça. En fait. Cette photo vient de la NASA. A priori, oui. D'accord. Ouais, bah On pourrait j'imagine que dire, Oui, c'est ça. Oui, oui, on pourrait dire énormément de choses sur la NASA, hein. oui. c'est sûr. Et je Bah, pense tout à l'heure, que, Sarah parlait de censure, hein, donc ah ouais. Ouais, Et je pense que la NASA est très, très, très bien informée sur ce qui se passe dans nos espaces aériens et au-delà dans le système solaire, hein. Il y a des choses extrêmement troublantes, des photos extrêmement troublantes de la NASA, hein. Je pourrais vous en tout à fait. envoyer si vous voulez, hein. ouais, Mm. tout à fait. On sait qu'il y a des choses bizarres qui se passent sur la Lune. Bon, Mars, on vient d'en parler, mais il y en a beaucoup. Effectivement, il y avait cette ombre bizarre sur Phobos. Marina Popovic, à l'époque, en a beaucoup parlé en Russie. Voilà, puis elle a fait le tour du monde après. Mais il y a plein de choses, bien entendu. Oui, oui, sûr. Ouais. Oui, c'est pour ça que c'est étonnant d'entendre quelqu'un comme Elon Musk qui dit que circuler, il n'y a rien à voir, qui serait l'un des premiers à voir quelque chose, et puis il dit que non. Mais je pense que, comme Ross Coulthard, en fait, il dit il pense que Elon Musk ne dit pas ce Oui, qu'il sait sur le sujet, quoi, en fait. je suis persuadé aussi. Bon, à mon avis, enfin, c'est clair que s'il y a des astronautes qui ont vu ces objets, euh, il est clair que lui, à son niveau, il a dû en voir aussi. C'est pas possible autrement, en fait. ah oui, mais J'imagine pas. lui, il les envoie carrément dans l'espace parce que le seul ovni valable et approuvé et patenté aujourd'hui, c'est sa Tesla rouge. Ouais. En fait, c'est un OPNI, c'est un objet parfaitement identifié. Exactement.
J'imagine ce que doivent penser les intelligences non humaines qui arrivent comme ça vers notre planète et qui voient une voiture dans l'espace. Ils doivent se dire, non, mais ils n'ont pas compris, les gars. Ah, Une voiture ne peut c'est- pas. Ils sont fous, ouais, c'était rien. Hein. ouais, c'est ça. Allez, l'article suivant, tu veux nous parler de copie de Alors, technologie, de voilà. rétro-ingénierie. J'ai trouvé cet article intéressant, effectivement, parce qu'il nous fait un petit peu réfléchir sur ce que pourrait être la rétro-ingénierie, sous quelles conditions notamment. Alors, en fait, on parlait tout à l'heure de David Grush, et il se trouve que lors d'une audition au Congrès en 2023, David Grush, justement, affirmait que les États-Unis possédaient un programme secret de récupération et de rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres écrasés. Il n'est pas le premier à le dire, comme l'a rappelé Daniel tout à l'heure. Il ne sera pas le dernier, vraisemblablement. Alors déjà, qu'est-ce que la rétro-ingénierie? Alors, si on développe un petit peu, la rétro-ingénierie, c'est l'art de démonter une technologie pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. L'objectif étant de reproduire et comprendre les mécanismes et la logique, la physique qui est derrière. Voilà, dans le but de se l'approprier, voire même de l'améliorer peut-être. Alors évidemment, l'intérêt, c'est déjà dans le secteur militaire, c'est quand on a un ovni qui s'écrase, si on peut récupérer l'armement et le moyen de propulsion, tout de suite, on va faire un bond de peut-être plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années sur les autres pays, les pays ennemis. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, effectivement, cette rétro-ingénierie, évidemment, elle permet d'en tirer des innovations stratégiques, technologiques, pour pouvoir effectivement ensuite les utiliser dans des secteurs innovants, alors que ce soit dans l'informatique, peut-être pourquoi pas des médicaments. Voilà, on a eu il y a quelques années, c'était la fin du XXe siècle, la parution du livre du colonel Corso, qui était donc un ancien militaire qui avait travaillé notamment à Roswell et qui avait récupéré, lui et d'autres, un certain nombre de matériaux, d'artefacts exotiques et qui, pour lui en tout cas, un certain nombre d'inventions aujourd'hui terrestres provenaient justement de ces artefacts qui auraient été récupérés. Alors il citait pêle-mêle le laser, le scratch, la fibre optique, le microprocesseur. Voilà, bon, un inventaire à l'après-vert, mais en tout cas des technologies qui effectivement sont arrivées assez rapidement, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, les innovations vont très très vite. Il y a une espèce d'accélération. On pourra peut-être en reparler après à la fin. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc, si on continue sur cet article, un certain Philippe Van Leeuwen, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui est professeur de génie mécanique à l'université Marquette, qui pour lui, en fait, le fait de faire de la rétro-ingénierie nécessiterait de réunir plusieurs experts. D'abord, un ingénieur de fabrication qui étudierait comment l'objet a été produit. Ensuite, un ingénieur électricien qui analyserait les circuits, l'alimentation énergétique de ces objets. Et puis, un ingénieur mécanicien pour examiner les composants structurels de cet objet, ainsi que la composition des matériaux. C'est très important, les matériaux. Euh, alors, la question qui se pose est que faire face à une physique, une technologie que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, qui n'est pas encore dans notre schéma de pensée. Bon. Alors, le premier obstacle, ce serait déjà de déterminer l'objectif de cet objet, cet artefact qui aurait été récupéré. Alors, selon Jason Sappenfield, qui est donc ingénieur et cofondateur de Finite Engineering, lui souligne que toute analyse commence d'abord par une question essentielle. À quoi est censé servir cet objet? Est-ce que c'est un objet qui va permettre de voler? Est-ce que c'est un objet qui va permettre de nous téléporter? J'en sais rien. Est-ce qu'il va, par exemple, supprimer la gravité? Est-ce qu'il va nous rendre invisibles? Bon, bref, on peut lui trouver plusieurs utilités. Alors, évidemment, quand un objet se crache, comme à Roswell, on parlait tout à l'heure, évidemment, on ne va pas retrouver dans l'objet qui s'est craché un manuel d'utilisation. Voilà. Ce serait trop simple, hein. Bon, même dématérialisé quelque part. Bon. Par contre, effectivement, on peut avoir aussi un espèce d'écart culturel très important parce qu'on peut récupérer l'objet, mais ne pas savoir quoi en faire. Un exemple très simple, euh,
si on remet un de nos téléphones portables, un de nos smartphones, à, par exemple, je sais pas moi, un Indien de la forêt d'Amazonie. Bon. Si la batterie est déchargée, qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en comprendre? Lui, il va voir que c'est une espèce de miroir, euh, voilà, où il peut peut-être se voir un peu, mais l'objet est noir, il est massif, il peut éventuellement taper avec. Voilà. Mais il va pas comprendre ce qu'il y a derrière. Le fait que ce soit un outil de communication, un outil de recherche d'informations sur un univers complètement dématérialisé qu'est l'Internet. Cette notion culturelle, il ne l'a pas, l'Indien. Il a certainement une intelligence, mais il n'a pas cette référence culturelle-là. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que nous n'avons peut-être pas des concepts culturels qui nous permettraient de comprendre les artefacts, les matériels qu'on pourrait récupérer par accident ou peut-être provoquer les accidents. Ça, c'est un autre débat. Bon, euh, voilà. Donc effectivement, cet artefact, bah, il va falloir essayer de comprendre justement à quoi il peut servir. Bon. Un deuxième défi va résider dans le matériau qui a été utilisé pour créer cet artefact. Selon un ingénieur et chercheur américain qui s'appelle Robert J. Stango, eh bien, en fait, la première étape d'une rétro-ingénierie consiste à analyser la composition de l'objet, et notamment jusqu'à l'échelle atomique. C'est-à-dire qu'on va démonter l'objet pièce par pièce pour comprendre sa structure. Voilà. Alors, la question qui va être problématique, c'est que si jamais dans ces matériaux, on ne trouve pas de matériaux terrestres, ou alors peut-être des alliages basés peut-être à base de nanotechnologie que nous ne connaissons pas, même si on a quand même pas mal avancé dans la nanotechnologie, on peut tout à fait avoir affaire à des couches, des alliages euh, entre plusieurs matières que nous n'avons pas encore fabriquées ou auxquelles nous n'avons pas encore pensé peut-être. Bon, ce qui me fait penser d'ailleurs que dans Imminent, le livre de Luis Elizondo, il cite le fait que on a trouvé justement parmi les objets crachés des objets avec des couches de matériaux différents, comme si ça permettait peut-être de faire circuler l'énergie, par exemple. Bon, je referme cette parenthèse. Et puis, bah, troisième loi fondamentale de la physique, c'est que Philippe Vogelwed, qui est professeur de génie mécanique, rappelle que la physique régit tout. Et que si on ne comprend pas effectivement les lois physiques auxquelles ça s'applique, bah, effectivement, on va avoir du mal à reproduire l'utilisation de cet artefact, de cette technologie. Voilà. Par exemple, la propulsion antigravitationnelle, bah, si on ne peut pas, si on peut juste répéter effectivement l'utilisation d'un tel objet et qu'on ne comprend pas les physiques qu'il y a derrière, on ne pourra pas l'exploiter pleinement. Voilà. Et puis, bah, évidemment, si en plus les composants sont endommagés, sont fragmentaires, bah, évidemment, ça va être difficile de deviner en quel ordre on va pouvoir les mettre, quel bout d'artefact correspond à tel bout d'artefact. Voilà, ça pose un problème un peu plus compliqué. C'est comme si, par exemple, on désossait un ordinateur, on le jetait comme ça par terre en désordre et qu'on le soumettait à une population, par exemple, je sais pas, moi, la France il y a 2 siècles, bah, je pense qu'ils auraient du mal à assembler un ordinateur et à le faire marcher. Voilà, parce qu'ils n'ont pas ce concept culturel et de toute façon, ils n'auraient peut-être pas l'électricité à l'époque, il y a 2 siècles. De toute façon, ils ne sauraient pas le faire fonctionner. Bon. Euh, voilà. Donc, en fait, pour comprendre une technologie extraterrestre, il faudrait en fait appliquer les démarches suivantes. Alors, la première, ce serait l'analyse des matériaux. Il faudrait étudier la composition chimique, atomique, pour comprendre effectivement bah, s'il s'agit de matériaux connus ou de matériaux exotiques, effectivement. Voilà. Parce que si on est sur des matériaux, des alliages exotiques, bah, il faudrait peut-être essayer de les reproduire. Alors, on pourrait peut-être fabriquer des matériaux dans le vide, hein. Je sais que ça a été fait à bord de la station spatiale Mir à l'époque, puis ISS. Il y a eu des tentatives de recherche scientifique comme cela. Je ne sais pas ce que ça a donné d'ailleurs. Je ne sais pas si on a utilisé ces matériaux créés dans le vide de l'espace, sans gravité. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Le deuxième point, ce serait l'examen des systèmes énergétiques. Comment l'objet est-il alimenté? Je parlais tout à l'heure d'électricité il y a 2 siècles en France. Bah, effectivement, si c'est une énergie que nous ne connaissons pas, bah, on aura effectivement du mal à le deviner et à savoir quelle énergie on pourrait utiliser. Bon.
Donc, par exemple, s'il s'agit de fusion nucléaire propre ou de fission nucléaire, enfin non, plutôt de fusion, bah, effectivement, pour l'instant, théoriquement, on pourrait l'expliquer, mais on ne sait pas encore le réaliser de manière concrète, pratique, même si je pense que nous n'en sommes pas loin. Bon. Euh, le troisième point, ça va être la modélisation et la simulation. Parce qu'effectivement, bah, une fois qu'on a assemblé un élément, il faut aussi valider des hypothèses, explorer des lois physiques qui régissent le fonctionnement de cet artefact. Et enfin, la dernière modalité, ce serait pouvoir reproduire, justement, avec les connaissances acquises par les ingénieurs, reproduire cet artefact, cet objet qui pourrait voler, se téléporter, je sais pas, fabriquer un trou dans l'espace-temps, etc. Enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que ces artefacts qui sont récupérés par, soi-disant, les Américains, peut-être des Russes, peut-être aussi certains pays européens, je pense à la France, euh, effectivement, pourquoi faire poser le secret sur ces recherches? Bah, la première, ce serait d'abord une protection stratégique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait de développer, de récupérer et surtout savoir utiliser une technologie extraterrestre, tout de suite, ça nous donne une avance technologique et donc militaire sur les concurrents, voire sur les ennemis. Le deuxième point, ce serait la question de la sécurité nationale. Un système de propulsion avancé, une source d'énergie inédite ou une arme d'une puissance inégalée bah, pourrait poser des risques considérables si cet artefact tombait entre de mauvaises mains. Voilà. Et puis, bah, enfin, on pourrait se poser la question de l'impact sociétal de toutes ces nouvelles technologies, de ce gap, ce passage à franchir entre un modèle de société, un modèle de réflexion scientifique, et puis bah, un nouveau modèle qui est complètement en dehors de notre façon de penser. Voilà, ça pourrait complètement révolutionner aussi la société. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aurait récupéré des artefacts et surtout, est-ce qu'on les aurait fait fonctionner? Non, ce que je voulais dire, c'est juste une petite parenthèse, parce qu'au début, c'est vrai qu'on peut penser qu'ils se sont retrouvés un petit peu face au monolithe, tu sais, dans l'Odyssée de l'espace. Oui, Ah oui, 2000. oui, Damien, oui. C'est 2001 avec le monolithe. Mm. Comment ça fonctionne, quoi, en fait. Mais vas-y, Daniel, parce que toi, tu as Oui, parlé de Corso, justement. oui, alors ce que je viens d'entendre de Stéphane, c'est extraordinaire. Enfin, en plus, c'est un des chapitres du livre. On parle énormément de rétro-ingénierie dans notre livre. Je Très trouve bien. ce sujet passionnant. Je pense que la rétro-ingénierie est au cœur de l'ufologie. Au cœur de Mhm. l'ufologie. Et Ouais. d'ailleurs, je serais intéressé que tu m'envoies l'article, Oui, bien sûr, Stéphane. avec plaisir. L'article m'intéresse beaucoup. Et je le connaissais pas cet article. Si tu me l'envoies, je serais vraiment intéressé. Oui, C'est on un parle. article du site Science Post. Voilà, je te l'enverrai. D'accord. Bah, je suis preneur, hein. Je suis preneur de cet article. Et par rapport à la rétro-ingénierie, je pense que c'est plutôt des grandes puissances mondiales qui ont les ressources nécessaires, les Mhm. scientifiques nécessaires, et puis toute la place aussi pour créer des zones souterraines, etc., pour pouvoir étudier dans des laboratoires secrets avec des Telle ressources zone financières avec un chiffre. importantes, Voilà. etc. Je pense que c'est plus des grands pays comme la Chine, la Russie et les États-Unis, C'est ça. parce qu'ils sont quand même assez structurés, beaucoup plus que l'Amérique du Sud, même si on sait qu'ils ont beaucoup aussi d'objets volants en Amérique du Sud. Oui, mais pour qu'il y ait rétro-ingénierie, il faut qu'il y ait crash. Et est-ce qu'il y a eu des crashs sur toute la planète? Ou est-ce qu'il y en a eu forcément qu'aux États-Unis, en Russie? On pense que Luis Elizondo, il avait parlé de celui de 1933 en Italie, hein. Le Mhm. premier objet récupéré date de 1933, d'après C'est ça. ce qui a été dit. Donc, effectivement, c'est vrai que d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont commencé à travailler sur tout ce qui était gravitationnel, tout l'antigravité, etc. Justement, je suis en train de tirer le fil de la T. Townsend Brown et Mhm. ensuite des investisseurs qui ont travaillé sur ce sujet, puis ensuite ils ont investi dans la Northrop Grumman, qui est un complexe militaro-industriel, qui a aussi travaillé sur ce sujet, et ainsi de suite. Donc on sait qu'ils ont commencé à travailler très tôt sur l'antigravité. Déjà dans les années 30, je pense que quand ils ont retrouvé un de ces engins, déjà ils se sont posé la question comment ça fonctionne, etc. Puis ils ont commencé
Déjà, il y a eu plusieurs phases de recherche, en fait, je pense, Ça, à plusieurs niveaux dès le début. Officiellement, selon certaines sources, il y aurait eu aux États-Unis entre 9 et 11 crashs d'OVNI. Bob Lazar parle de 9 crashs. Je ne sais pas si Grosch en parle, mais bon, ça serait entre 9 et 10, et 11 peut-être. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Mais c'est énorme. Alors ça veut dire quoi, que ils conduisent comme des pieds, nos amis aliens, ou au contraire on a... Ils ont parlé de cadeaux aussi, des fois. Genre, ils Ouais, posent ouais. l'appareil. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses, hein. Je parlais tout à l'heure de crash peut-être arrangé. Bon, il se murmure que effectivement, on aurait fait crasher un certain nombre d'appareils dans les années 40, avec notamment l'invention du radar, qui envoie donc des faisceaux de micro-ondes assez puissants, qui pourraient peut-être déstabiliser certains de ces appareils, certaines de ces technologies. Alors, je parle sous le sceau du conditionnel, évidemment. Puis il y a tous les essais nucléaires aussi, il me semble, que tu avais évoqué. Les essais nucléaires, oui et non, parce que bon, Ça a pu créer des perturbations, hein, les premiers ça essais nucléaires en Ça a pu 45. en créer, mais ils n'ont pas survolé, enfin, ils n'ont pas survolé les bombes nucléaires non plus, de toute façon. Enfin, celles qui explosaient, je veux dire, pas celles qui sont dans leur silo, évidemment, parce que ça, c'est encore un autre débat. Euh, bon, donc effectivement, je pense que il y a eu des crashs provoqués pour récupérer ces technologies. Peut-être parce que justement, on a eu à un moment donné un premier crash. Et on parlait du fait que les Américains en auraient un certain nombre. Oui, parce qu'en fait, ils en ont récupéré sur une bonne partie de la planète Terre, en tout cas au moins sur tout l'Occident, pas la zone couverte par l'ex-URSS, évidemment. Ce qui fait dire que la Russie en a très certainement aussi de son côté. Il y avait les forces spéciales, notamment Delta, la Delta Force aussi, qui faisait de la Ouais. récupération d'objets, notamment en Afghanistan ou dans d'autres Mmh, pays tout à euh, fait. arabes, qui disaient que, bah, d'ailleurs, dont a fait partie Colonel Nel, j'en Si, parle oui, dans le premier tome. Il oui, a Louis fait Dondo, partie Louis, de c'est les forces autres. Ah, spéciales où il récupérait justement des engins ennemis, normalement, mais ouais. toutes sortes d'engins aussi, et notamment étrangers aussi. C'est ça. Tu parles du livre du feu colonel Corso, Le jour d'après. C'est Oui. un livre qu'il faut absolument lire. Alors, je sais que Mm. c'est un livre qui a été beaucoup critiqué, parce qu'en fait, c'est pas Corso qui l'a écrit, c'est C'est ça. un journaliste qui s'appelle Burns, je crois, bon, Oui, Bill qui a Burns, un oui. petit peu enjolivé, mais l'essentiel des informations qui sont dans ce livre sont des informations exactes. Que- Voilà. Il y a faut eu juste absolument quelques lire erreurs, parce que, effectivement. et décrit par le menu, ce qu'on a retrouvé dans le disque qui a été récupéré à Roswell, ce qu'on a trouvé, ce qu'on n'a pas retrouvé d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont aperçus que la soucoupe était pratiquement vide. Mmh. Il y avait quasiment rien à l'intérieur. Mm. Et on en parle dans notre livre d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il y a Dr Lakatsky aussi, qui avait écrit aussi un livre au sein du gouvernement. Je me rappelle pas du titre là. Ils avaient écrit sur Skinwalker Ranch, mais si sur un autre, le livre le plus récent. Et Lakatsky, donc, qui était à la tête du programme WASAP, donc ASAP, qui était ce fameux programme de recherche sur les UAP au sein du Pentagone, mais qui n'était pas, on va dire, officiel, connu officiellement, puisque c'était plus la roue. Et en fait, c'est vrai que Dr Lakatsky parle effectivement d'un objet où à l'intérieur, il n'y a strictement rien, aucun moyen de propulsion, rien, c'est entièrement vide. Et puis, on a aussi des cas où c'est disproportionné, c'est-à-dire que l'objet semble petit de l'extérieur, enfin, pas extrêmement grand. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est complètement disproportionnel. Et Le c'est Tardis. gigantesque. Ouais. Le C'est Tardis. exactement ça. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, les témoignages d'abductés, de contactés, les années 50 ou 60, donc avant l'apparition justement de la série Doctor Who, où se trouve le TARDIS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cabine téléphonique qui est le vaisseau spatial du Docteur et qui est évidemment plus Ouais. grande à l'intérieur que vue de l'extérieur. Eh bien, tous les contactés qui sont entrés dans un certain nombre de ces objets ont effectivement constaté que l'objet à l'intérieur était beaucoup plus grand que vu de l'extérieur. Ouais. Voilà. Et ça, Comme, c'est peut-être comme s'il il appartenait peut-être éventuellement à une autre dimension. C'est pas c'est tout ça, aussi c'est ça. réel que la nôtre, mais différente. En tout cas, c'est un sujet absolument passionnant. Enfin, moi, ça me passionne la rétro-ingénierie. Après, on peut vraiment aller très très loin, hein. Oui, Notamment lorsqu'on songe que
tout ce qui est informatique, ordinateur, pourrait provenir d'un crash d'OVNI, puisqu'on aurait récupéré dans ces OVNI des galettes de silicium, et en étudiant ces galettes de silicium, on s'est aperçu qu'il y avait plein de petits microprocesseurs. À l'époque, on ne savait pas ce que c'est. Mais quand on pense que ça pourrait être l'origine de l'informatique et de l'intelligence artificielle, c'est assez vertigineux quand on y pense. Et on en parlait justement ensemble. C'est vrai que j'ai entendu dire, par rapport aux gens avec qui je discute, de métamatériaux qui, à l'état subatomique, en fait, contiendraient une forme d'IA extrêmement avancée. Donc on peut aussi, et c'est aussi pour ça que Daniel aussi aborde le thème de l'IA dans le livre. Oui, très important le thème de l'intelligence artificielle. Tout à fait. On Et est en plein d'ailleurs, dedans en ce moment. tu as écrit un livre sur l'IA, il me semble, Daniel. Oui, j'avais écrit un livre qui est très pessimiste, avec des Bah parce que conclusions plutôt il y a sombres en ce qui concerne l'avenir de l'humanité par rapport au développement exponentiel de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire là, on est en plein dedans actuellement, hein. Et c'est tout récent, hein. On ne sait pas ce que ça peut donner dans 2, 3 ou 10 ou 20 ans. C'est un sujet qui, à mon avis, est assez angoissant. Ouais. Bah, moi, je le vois déjà en termes de répercussions sur l'emploi. C'est qu'une chose dont je parle effectivement régulièrement. Il y a déjà des métiers qui sont supprimés à cause de Tout à l'IA. fait. Qu'est-ce que ça va être dans les mois ou les 2 à 3 ans qui viennent? Voilà. Là, on peut Tout à s'affoler. par fait. rapport aux traductions, moi c'est pareil, hein. Bah Ouais, oui, voilà. t'inquiète, traductrice. Le journalisme, enfin, même les Tout à fait. avocats, à un moment donné, vont être remplacés en grande partie, notamment les aides juridiques, par l'IA. Et je Tout ne à parle fait. même pas de la révolution dans la médecine, hein, évidemment. Bon, une chose est sûre, c'est que jamais l'IA nous remplacera notre Stéphane Royer, ça c'est sûr. Toi, Antoine, On pourra pas. malheureusement. Ah, moi, on a déjà mis des petites images dans des mimis avec. On a joué là-dessus. Ouais. Alors, pour finir sur ce sujet, je voulais juste vous poser une question. Selon vous, l'artefact extraterrestre le plus ancien qu'aurait connu l'humanité et le plus finalement connu et méconnu à la fois, parce que personne ne fait forcément le rapprochement, sauf un auteur italien du nom de Mauro Biglino que vous connaissez sûrement. Selon vous, quel serait donc cet artefact extraterrestre le plus connu? Alors, moi, je vais t'en donner un. Pour moi, ce serait la Grande Pyramide d'Égypte, qui est un méta-matériau, une méta-machine, qui est très, très ancienne. Alors, ça pourrait effectivement en faire partie, mais c'était pas celui auquel je pensais. Allez, vous avez une autre chance. Moi, je pense à un objet qui est exposé à la vue de tout le monde. Il se trouve au musée du Caire en Égypte et qui est présenté comme étant un vase. Et en fait, quand on voit cet objet, ça ressemble à une hélice, Ouais. de hors-bord, hein. Et C'est le c'est disque un objet. de Sabou, je crois, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, Ouais. exactement, le disque de Samu. Et cet objet, bon, lorsqu'on le regarde, on a l'impression que c'est un objet technologique qui servait à une machine. C'est pas un pot de fleurs, hein. Alors, Alors, il y en a ouais. certainement d'autres objets, mais celui-là est remarquable parce que, en fait, tout le monde peut le voir. On passe devant, les gens disent, c'est quoi ce truc? C'est assez étrange. Alors, on pourrait aussi Ouais, citer la machine c'est d'anticipation. ouais, c'est ce que j'allais dire, moi. C'est la Ah, machine désolé. d'antiquité. Ah, machine. C'est pas grave. Pensez à Oui, mais ça. ça, c'est pas forcément d'origine Et extraterrestre. Non, exactement, c'est pas forcément, ce sont effectivement des vieux artefacts, mais pas forcément d'origine extraterrestre. Non, celui auquel je pensais, auquel faisait référence Mauro Biglino, ce serait l'Arche d'Alliance. Ah, bah oui. bravo. Ouais. Oui, oui, Tout à fait, ouais, tout à fait. qu'on n'a pas retrouvé quand même, hein. Qu'on n'a pas retrouvé, qui faisait Sauf tout peut-être les simplement, Templiers. C'est vrai. qui faisait tout simplement mourir tous les profanes qui s'en approchaient de trop près, donc et qui le touchaient, donc sauf les prêtres qui potentiellement mais avaient des protections. On peut imaginer un peu ce qu'on veut comme protection, mais voilà, en tout cas, ça foudroyait les personnes qui le touchaient, et en plus, ça permettait de communiquer directement avec Dieu, ce qui est pas rien.
Eh Voilà. oui, Tout à fait. Ils avaient des costumes de lin et ils avaient des pierres, c'était 12 gemmes sur la poitrine. et, Et effectivement, ils avaient aussi des sandales. Je crois qu'ils devaient porter des sandales. Et surtout, Sarah, ils avaient de longs fils d'or qui tombaient à terre, ce qui Oui. effectivement les reliait à la terre et donc leur Ouais, évitait de c'est vrai. subir une électrocution en touchant l'objet. Et c'est vrai que Dieu apparaissait entre le propitiatoire et les deux ailes des chérubins, en fait. Ouais, Mm. tout à fait. ils avaient aussi Peut-être un hologramme avant l'heure. ils avaient aussi Clairement. des petites clochettes au bas de leur tenue de laine pour Ouais. savoir, parce qu'il y a des prêtres qui sont morts. Et donc, on n'entendait plus les clochettes, on se disait, oh là là, il se passe quelque chose, et puis on ramenait le prêtre. C'était dangereux de rencontrer Yahvé dans le Saint des Saints du temple de Salomon, face à face avec l'Arche d'Alliance, hein. Il fallait une Et même, préparation. et même avant, quand tu sais, quand ils les déplaçaient et qu'ils étaient dans les Oui, en tentes, plus, pendant la les période tentes de qui étaient l'Exode, préparées aussi. l'Arche d'Alliance, en fait, 3 jours avant le cortège du peuple d'Israël, il y avait l'Arche d'Alliance, et elle était protégée sous une tente, on n'avait pas le droit de la toucher, enfin, c'était Mm. vraiment... Oui, c'était Et une il fallait que arme. personne qui ait des taches sur le corps, qui soit malade ou qui ait des signes de maladie ne Ouais. puisse s'approcher parce qu'ils étaient considérés comme impurs, à se demander s'il avait peur des maladies, quoi. Il y avait. Oui, peut-être. C'est un sujet En tout passionnant, ça aussi, l'Arche d'Alliance. Ouais, non, ouais. Et Ah, il y a très peu finalement c'est d'écrits en ufologie sur ce sujet, et c'est assez surprenant parce que c'est vrai que quand on commence à en discuter, puis là on le voit bien, hein, ça s'insère complètement dans notre conversation sur la rétro-ingénierie et les objets euh, extraterrestres. je pense qu'ils ont cherché ce type d'artefact aussi, hein, je pense forcément. Alors, Je pense c'était que- peut-être pas forcément, voilà, c'était peut-être pas forcément des ufologues, mais des auteurs qui s'intéressaient aux artefacts anciens. Non, Je c'est pense je à Guy pense des Carrad. militaires là. Pour le coup. Ah, des militaires, oui. Ok. Mm. Ça, c'est, oui, Mais alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, faut pas oublier que les nazis, qui en parlaient tout à l'heure, ont ouais, recherché aussi des artefacts. Tout à fait, Ils oui. recherchaient le Graal, hein, bon, bien entendu, mais très certainement des choses aussi peut-être un peu plus concrètes. c'était par Il le y biais a, de Otto Rahn, je crois, tu Oui, sais, par rapport au Graal, tout à fait. Montségur, je pense que c'était Otto. C'est ça. il y a un Mm. très bon film de Spielberg sur l'Arche d'Alliance, qui est justement Oui. prise par les nazis. Et il y a une scène Mhm. absolument mémorable à la fin, où l'Arche d'Alliance envoie des rayons lumineux pour qu'ils ils réduisent en miettes les nazis. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais. Ouais, c'est le premier Indiana Jones, effectivement. Premier, Exactement. Ok, bon, je voulais aussi vous montrer juste pour la blague, hein, mon Tardis à moi, voilà, hein, de chez Funko Pop, voilà, hein, il est super beau, voilà, c'était juste pour Il s'ouvre pas? Est-ce qu'il s'ouvre? Non, il ne s'ouvre pas. Et dedans, c'est aussi petit qu'à l'extérieur, par contre, c'est donc un faux Tardis, on est bien d'accord. Euh, Bon, les amis, avant d'attaquer le troisième et dernier article de Stéphane, comme on vous l'avait promis en ce début d'émission, on va se retourner vers Sarah pour la présentation d'un jeu qui, à ma connaissance, fait partie des premiers, si ce n'est le premier jeu sur l'ufologie. Et ça s'appelle, je le mets à l'écran, UFO Disclosure, avec mon anglais terrible. The UFO Disclosure Game, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est Walter Beltrami, donc espagnol, et Massimo Freira d'Italie, qui sont tous deux des enquêteurs de terrain, des enquêteurs qui ont enquêté sur le sujet des UAP depuis de très nombreuses années, que j'ai rencontrés au sein d'EcoEvent parce qu'ils sont venus aussi, parce qu'ils font aussi du journalisme. Et donc, ils étaient venus pour interviewer Chris Mellon notamment. On s'est liés d'amitié au fil du temps. Et c'est vrai qu'ils m'avaient parlé de ce jeu en 2023. Et l'idée leur est venue parce que eux, déjà à la base, ils ont un site internet qui s'appelle UAP Education. Donc, ils sont dans l'optique de l'éducation, non pas de manière péjorative, du style oui, on va éduquer les gens sur le sujet de l'OVNI parce que comme on éduque un enfant. Non,
C'est plus dans le sens de l'information et démocratiser le sujet. Donc effectivement, ce qu'ils ont voulu, c'était créer. Ils se posaient la question quel serait le meilleur moyen, en fait, d'infiltrer les foyers, de permettre, de faire en sorte que les foyers puissent discuter du sujet ouvertement entre eux, entre amis, qu'on puisse vraiment parler de ce sujet comme n'importe quel autre sujet. Et ils ont pensé à cette idée de jeu, en fait, notamment de jeu de plateau. Et donc, ils ont vraiment cherché 100 cas connus du FO, donc, qui se retrouvent donc dans ce jeu avec, on a des cartes, donc c'est des jeux de rôle, hein, on a des jeux d'équipe. Ils vont se retrouver donc en équipe à devoir mener une enquête pour essayer de résolver une enquête d'ufologie. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment magnifique, quoi. C'est une très bonne idée pour pouvoir justement communiquer sur le sujet de manière conviviale et faire en sorte que ça aille surtout vers un public général et pas uniquement le public de l'ufologie, en fait. Que tout le monde puisse y jouer au même titre qu'on peut jouer à quelque chose un jeu sur les fantômes ou, tu vois, moi, je sais que j'avais joué avec ma fille sur un jeu en Égypte, sur les découvertes de l'Égypte et tout ça, et j'ai trouvé que c'était très ludique, en fait. Donc, je trouve que c'est une très belle approche. Voilà. D'accord. Oui, visiblement, le jeu permet d'examiner plus de 100 cas réels de phénomènes ovni. Euh, alors, autant en anglais, moi je suis nul, mais autant en gameplay, je m'y connais pas mal. Est-ce que tu as déjà du coup joué ce jeu? Quels sont les mécanismes de Non, jeu? Est-ce parce que qu'il tu... va sortir, il y a un prototype, en fait, que je vais D'accord, recevoir prochainement. Mais pour l'instant, on peut précommander et le jeu sort au mois de mai de cette année. d'accord. Donc, Parce que j'ai cru voir qu'il y avait... il est pour l'instant, hein. D'accord. Et il y a pas, comment ça s'appelle, un crowdfunding en ce moment? Une pré-campagne? Ouais, c'est ça que j'avais vu. Euh, oui, aussi, bah alors ils l'ont fait fabriquer en Angleterre et c'est vrai qu'ils recherchent un distributeur pour l'instant. Mais en tous les cas, il va sortir au mois de mai. On peut D'accord. le précommander et c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, quoi. C'est une bonne idée. En plus, eux, ils arrêtent jamais. Ils sont toujours dans la création. Ils sont très positifs, toujours à créer des tas de choses et je trouve que c'est bien parce qu'ils sont vraiment dans la recherche de comment démocratiser le sujet au maximum et de faire en sorte que, bah voilà, qu'on puisse parler du sujet n'importe où. Voilà. D'accord. Donc on serait sur un peu du jeu d'enquête, un peu peut-être à la Cluedo ou Ouais, un jeu de rôle, quoi. Tu vois? Et on peut y jouer un jeu plusieurs de rôle, c'est... fois. Oui, parce que tu peux avoir des Mm, mm. recharges aussi. Tu peux avoir tu peux commander, d'ailleurs, tu peux les précommander aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça fait que c'est en continu, en fait. Mm. Très Et je bien. trouve qu'il est beau aussi, Oui, mais visuellement, il est vraiment bien. Ils l'ont vraiment bien travaillé, bien dessiné. Ils ont mis quand même, je crois, 2 ans, 2, 3 ans à l'élaborer et c'est du bon boulot. Mm. en tout cas, c'est une Il y a- excellente idée pour faire connaître l'ufologie. Ouais. Mm, C'est l'ufologie dans les foyers. Ouais, c'est ça. mm. Là, il y a des petits termes qui sont assez rigolos, debunker. Ça, je suppose, Sarah, ça veut dire sceptique en français ou ça veut dire autre chose? C'est un faux ami. Skeptique. Skeptical, ouais, skeptical. Ouais, c'est sceptique, c'est ça? D'accord. Ouais, c'est sceptique. En fait, parce que évidemment, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour, il y a les scientifiques, il y a, ouais, ceux qui sont là pour débunker aussi, tout ce qu'on trouve en fin de compte dans l'ufologie quelque part. Mm, 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 mm. Et c'est bien qu'il y ait ce tout et qu'il y ait cette diversité parce que ça permet d'amener le débat aussi. Tant qu'on reste dans le respect, évidemment, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais, Ouais, mais au travers d'un jeu, je trouve que c'est bien de pouvoir, et qu'ils puissent se contrer avec différentes opinions. C'est d'accord. très bien. Oui, il y a peut-être une espèce comment dire, de clan, le clan de ceux qui veulent faire la divulgation et le clan de ceux qui, au contraire, veulent faire taire Je la m'oppose, divulgation tout et à qui fait. opposent. Hmm, Ouais. d'accord.
Bon, À bien. l'image de l'ufologie actuelle. Bah, ouais, tout à fait. Tout à fait. À suivre, effectivement, à suivre de près ce jeu. En tout Il cas, j'ai sortira hâte d'y jouer. il sortira en France, hein, tu... Oui, en fait, c'est-à-dire que ils vont le faire en français, mais pas tout de suite. Ils vont le faire en italien, en espagnol, etc. Pour Mm, mm. l'instant, c'est qu'en anglais et on le précommande aujourd'hui et puis on peut l'avoir pour le mois de mai. Ok. Voilà. Bon, les amis, vous aurez les liens dans la description de la vidéo, justement, si vous voulez. N'oublie pas que c'est que en anglais pour l'instant, hein. Ouais. Oui, mais j'ai l'impression que même ceux qui sont nuls en anglais comme moi, voilà, ça reste quand même assez abordable. Ah bah Il y a- oui, 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 bien sûr. Mais de toute façon, c'est après on peut avoir l'anglais scolaire et s'en sortir, hein. C'est pas un ex- souci, ça. Exactement. T'as tout résumé. Ok, bien merci Sarah pour cette découverte de jeu. C'est très intéressant. On va finir, vu qu'on est déjà en partage, Stéphane, sur bien ce sujet que tu veux aborder avec nous, comme quoi certains enlèvements par des ovnis seraient finalement ou pourraient être des simulations d'expériences de guerre psychologiques de la CIA. On sait que la CIA a fait tout un tas d'expériences sur tous les domaines, hein, et pourquoi pas à ce niveau-là. Alors, il se trouve que je suis tombé sur un article récemment donc, du Lord Amiral Hill Norton, qui est en fait un ancien chef d'état-major de la défense, un amiral 5 étoiles, donc de la Royal Navy, et il est aussi président du comité militaire de l'OTAN. Enfin, il était. Donc, quelqu'un qui connaît bien le monde militaire, et en fait, donc il a écrit cet article où en fait il part donc d'un extrait qu'il a trouvé dans le tome 4 des Mémoires de Jacques Vallée, qui s'appelle Science interdite, hein, Forbidden Science en anglais. Voilà, d'ailleurs je crois que le cinquième doit bientôt sortir. Donc en fait, il a extrait donc ce passage donc de ce tome 4 donc de Science interdite. C'est une entrée qui est datée du jeudi 26 mars 1992 et il cite donc Jacques Vallée. Alors Jacques Vallée qu'on ne présente plus hein, aujourd'hui pour tous nos auditeurs, donc grand scientifique français qui a été effectivement le bras droit, si j'ose dire, de Joseph Allen Hynek à l'époque donc des grandes enquêtes ufologiques des années 60 et après. Et puis, bon, il a écrit énormément de livres qui sont extrêmement intéressants, qu'il faut avoir lus, hein, en tout cas au moins pour les plus grands livres, les plus importants. Donc voilà, et puis il fait aussi de l'analyse isotopique. On parlait tout à l'heure des matériaux qu'on récupérait. Il faut savoir il fait faire par des scientifiques des analyses isotopiques de la matière de ces matériaux, ces artefacts, parce que c'est ça qui va permettre aussi de savoir si un matériau est d'origine exogène ou pas. Voilà, c'est l'analyse isotopique, c'est au cœur de la matière. Voilà, bon, je referme la parenthèse. Donc, effectivement, Jacques Vallée donc, a écrit la phrase suivante. Je cite, j'ai obtenu un document confirmant que la CIA a simulé des enlèvements par des ovnis en Amérique latine, Brésil et Argentine, dans le cadre d'expériences de guerre psychologique. Bon, alors ça, évidemment, ça a interpellé l'auteur, l'amiral Hill Norton, et en fait, il lui a rappelé un passage un peu plus ancien, donc d'un livre de Jacques Vallée toujours, où il mentionne l'une des nombreuses conversations qu'il avait eues avec un certain Ron Blackburn, et donc là, il cite à la date du lundi 16 avril 1990, donc Jacques Vallée écrit, lors d'un nouveau déjeuner que le colonel Ron Blackburn, donc de l'Air Force, au Gatehouse de Palo Alto, il a révélé que le groupe Secret Onion, donc l'oignon secret, si on traduit en français, avait été créé en 1985 dans le réservoir secret situé dans son sous-sol à l'usine Lockheed Skunk. Le colonel John Alexander lui avait apporté la liste des membres du cercle restreint. Il divisait le monde en couches concentriques de confiance et de compétences. John a présenté Blackburn à Ed Dames. Blackburn et moi avons confirmé notre projet de nous rendre au Nouveau-Mexique le 4 mai sur la Haute Mesa, soi-disant pour rencontrer des extraterrestres. Et donc l'amiral Hill Norton va faire le lien avec ce que le colonel John Alexander a écrit sur Ron Blackburn dans son livre OVNI, mythe, conspiration et réalité. Ça, c'est le titre traduit. Alors, je cite le colonel John Alexander.
Parmi les personnes que j'ai rencontrées, figurait le docteur Ron Blackburn, lieutenant-colonel retraité de l'US Air Force, qui travaillait alors à Lockheed Skunks Works à Burbank. C'est Blackburn qui m'a demandé le premier si j'avais déjà entendu parler de la tristement célèbre Zone 51, j'y faisais une allusion tout à l'heure. Au début des années 80, cette installation était encore peu connue au sein de l'armée et encore moins du grand public, même si elle fonctionnait depuis des décennies. Blackburn et moi avions des centres d'intérêt communs, notamment les ovnis. Nous avons évoqué de nombreuses possibilités concernant la personne qui pourrait être responsable de la recherche sur les ovnis. Nous pensions tous deux qu'une organisation probablement au sein du US Air Force en était responsable. Mais nous reconnaissions que, quelle que soit la personne responsable, il devait y avoir une collaboration inter-institution. Nous pensions que quelqu'un devait être aux commandes et nous étions parfaitement au courant de toutes les histoires et rumeurs qui circulaient. Roswell, pensions-nous, était un véritable événement ovni. Alors, là, donc, l'amiral Hill Norton avance jusqu'à l'entrée au vendredi 4 mai 1990 dans le tome 4 de Vallée. Et donc, Jacques Vallée écrit à propos de Blackburn, « Je suis convaincu que le gouvernement travaille sur les ovnis, m'a-t-il dit. Quelles sont les chances que certains témoins soient trompés par des effets spéciaux issus de la guerre psychologique ?» Ai-je rétorqué, pensant à des cas comme celui de Bentwaters au Royaume-Uni ou de Sergi Pontoise en France. Alors, j'ouvre une parenthèse. Bentwaters au Royaume-Uni, c'est l'observation par des militaires d'ovnis qui sont à proximité d'installations militaires et d'armements nucléaires, de missiles nucléaires. Ça, c'est en décembre 1980. Et Sergi Pontoise, c'est un peu avant, c'est en novembre 79 en France, où Franck Fontaine est enlevé par des boules de lumière. Voilà, alors il y aura tout un débat sur le sujet. Jacques Vallée, qui avait rencontré le principal enquêteur de cette histoire, qui est donc Jimmy Guilleux, avait dit à Jimmy Guilleux que pour lui, c'était une opération des services secrets. Donc déjà, il en parlait en 1980. C'est certainement plus complexe que ça. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà, donc ils sont plutôt bons, a-t-il admis. Imaginez que vous dirigiez un laser infrarouge de faible intensité vers les yeux de quelqu'un. Cela ne lui fera pas de mal, mais pourrait provoquer un état hallucinatoire. Des expériences ont été menées où l'on envoie un faisceau de micro-ondes dans le cerveau de quelqu'un, on capte le schéma énergétique transmis. On peut ainsi influencer les gens et même leur faire entendre des choses. Des hologrammes ont également été utilisés. Fin de citation. Et donc, l'amiral Hill Norton conclut de la façon suivante. Notez la conversation que Vallée a eue avec Blackburn en 1990, puis écrit en 1992 qu'il avait reçu un document attestant que la CIA était impliquée dans la mise en scène d'OVNI, donc enlèvement extraterrestre. Combiner cette information avec la mention par Blackburn de l'utilisation d'hologrammes et de l'existence d'une technologie permettant de produire des états hallucinatoires. Voilà, donc ce qu'il veut dire, c'est que en fonction de ce que met Vallée dans le tome 4 de ses mémoires, et il fait le lien avec ce que dit Ron Blackburn, eh bien effectivement, il pourrait y avoir, dans certains cas, des expériences qui auraient été faites, notamment en Amérique du Sud, pour justement faire croire à de faux enlèvements. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années, notamment les années 90, la fin des années 90. On a notamment parlé d'un projet qui s'appelle MILABS. Alors, je vais vous montrer ce livre de Helmut Lammer, qui est donc un chercheur allemand. Ce livre est sorti en 1990 et MILABS, c'est la contraction de Military Laboratories, donc les laboratoires militaires. En gros, ce que dit Helmut Lammer dans son livre, c'est que des militaires américains, parce que ça se produit plutôt aux États-Unis, enlèveraient un certain nombre de personnes, les emmèneraient dans des installations souterraines où les témoins se souviennent avoir vu des personnes habillées en militaire, des personnes habillées en civil avec des costumes, ou des scientifiques avec des blouses blanches. Et ils racontent qu'ils ont fait l'objet d'un certain nombre de tests, d'insertion d'implants. Voilà. Donc ça, c'est complètement raccord avec ce que dit justement l'amiral Hill Norton, comme quoi peut-être des services secrets américains auraient induit un certain nombre de faux enlèvements. Alors, est-ce que c'est pour justement en savoir un petit peu plus, comme le suppose Helmut Lammer dans son livre, sur les personnes qui ont été enlevées par des extraterrestres? Est-ce que c'est pour fabriquer de faux cas d'enlèvement pour justement décrédibiliser les histoires d'abduction, d'enlèvement? Voilà.
les débats est ouvert. Et juste pour terminer sur ce sujet, on vous laisser la parole. Effectivement, hein, les technologies qui sont ici citées dans l'article, tout ce qui est hologramme, tout ce qui est faisceau de micro-ondes envoyé dans le cerveau d'une personne, et là, ça pourrait renvoyer au projet HARP, qui justement peut envoyer donc des émissions de micro-ondes dans l'atmosphère. On parlait tout à l'heure justement des faisceaux de micro-ondes pour détruire des ovnis. Voilà, peut-être aussi que ça sert à ça, hein, entre autres choses. Bon. Donc voilà, toutes ces technologies existent et on sait aussi que la CIA a utilisé des opérations comme MKUltra pour programmer de faux souvenirs, pour programmer des personnalités différentes dans l'esprit d'une personne ou de militaires, euh, pour en fait créer de parfaits agents secrets en créant une autre personnalité. Voilà, tout ça, ce sont des choses, on sait qu'elles existent. Les hologrammes, on sait que ça existe. Les micro-ondes, les manipulations du cerveau, le fait de diriger des voix à travers directement la boîte crânienne, que ce soit entendu directement dans le cerveau, ou en tout cas dans la boîte crânienne d'une personne, tout ça aussi sont des expériences qui ont été menées par la CIA. On sait que ça existe, puisque des documents ont été déclassifiés depuis les années 60 maintenant. Voilà, donc ça fait réfléchir effectivement sur le fait que Enfin, on oui. pourrait avoir des manipulations. Oui, je te laisse la parole. Ça. Non, non, juste pour dire que effectivement, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, au sein du Congrès, en fait, où ils ont parlé des membres qui ont effectivement expliqué qu'il existait des armes qui permettaient de créer une certaine forme de schizophrénie au sein d'une cible, qui cible une personne, lui font entendre des voix, et donc ça, c'était au Congrès. Il y a eu aussi le syndrome de la Havane. Alors ça, c'était arrivé en 2016 avec des hommes diplomatiques. J'en parle dans le premier tome d'ailleurs. C'était des hommes diplomatiques qui s'étaient retrouvés donc à Cuba dans la Havane, à la Havane, et effectivement c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Ils ont tous subi les mêmes symptômes. Donc bourdonnement, nausées, vertige. Certains ont perdu connaissance, etc. Il y a plein de symptômes qui sont liés à ça, mais ils ont tous eu les mêmes symptômes en même temps. Et au Skinwalker Ranch, ils ont aussi remarqué que le syndrome de la Havane en faisait partie. Ça a été classifié à l'époque, en 2016, après, parce que après certaines recherches, ils se sont aperçus qu'il était possiblement, l'origine était possiblement russe, éventuellement, qui avait fabriqué ce type d'arme. Mais c'est vrai que c'est passionnant aussi cet aspect-là. Et quand tu parlais tout à l'heure de fausses abductions, il y a Danny Sheehan, donc qui est un des avocats qui travaille justement sur la, les lois qui permettent aux lanceurs d'alerte de pouvoir justement dévoiler des choses sans finir en prison. Enfin, en tout cas, il est conseillé. Il a conseillé notamment Luis Elizondo. Il a créé The New Paradigm Institute. Et lui, il a fait une déclaration aussi sur ça en disant que dans les montagnes de Sedona, tu sais, dans le désert de Sedona, c'est le mont Wilderness, je crois, où effectivement il y avait ce cas de Melinda Leslie. Oui. Tu vois qui c'est? Ouais, Oui. qui a parlé d'une abduction et qu'apparemment, selon les propos de Danny Sheehan, ce serait dû à la psyché. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui les intéressait, c'était parce que certaines personnes avaient des capacités psychiques qui étaient très intéressantes pour eux, notamment parce qu'ils ont, en premier lieu, quand ils ont récupéré les premiers engins, on va dire les premiers ovnis, ils se sont aperçus que certains pouvaient être pilotés par la pensée. Daniel l'explique dans le tome 1 aussi. Ouais. Et donc, je te laisse parler de ça, Daniel, si tu veux. Non, non. En fait, Non. ce que dit Stéphane est très intéressant. L'article est très intéressant. Bon, en plus, si c'est Jacques Vallée qui le dit, c'est une source sûre. Mm. Alors, je note un petit truc que dans l'article, il parle de Lockheed Skund. Voilà. Skund, ça veut dire putois. C'est la section. Oui, Skernworks. C'est la section qui s'occupe des black programs au sein de la société Lockheed Martin. Lockheed Martin, qui est très impliquée dans tout ce qui est aussi rétro-ingénierie. D'ailleurs, dans le livre, il y a tout un chapitre qui est consacré à la société Lockheed Martin. Alors, c'est pas la seule, hein. Il y Non, a il y a Norman. Wilson, Ouais, il y a plein d'autres Norton sociétés. Brown.
Lockheed Martin, c'est vraiment la société emblématique qui trempe dans tout ce qu'il y a de plus programme secret, black programme, etc. Donc voilà, c'est un indice qui est quand même assez intéressant. Ouais. Et c'est vrai que Oui, les dons psychiques, tu vois, qui sont utilisés, c'est-à-dire qu'ils étaient à la recherche de gens qui avaient des capacités psychiques. Et Lisando, il mentionne l'aspect amérindien. C'est-à-dire qu'il dit que, alors c'est vrai que là, je suis en train d'écrire, justement, toi, tu l'as pas encore, Daniel. Je vais te l'envoyer sur ça, justement, parce que je me suis aperçue qu'en fait, il y a des lignées. C'est-à-dire des lignées chamaniques, c'est ancré dans l'ADN de certaines catégories d'êtres humains qui ont peut-être plus de chances de développer ce genre de dons psychiques dû à leurs ancêtres, en fait. Et donc, je suis en train de faire le tri dans tout ça parce que je pense que c'est assez intéressant aussi ce domaine-là, en fait. et d'ailleurs, je vais préciser que tu parlais de lignée chamanique, tu parlais de lignée amérindienne. On parle beaucoup aux États-Unis justement des lignées qui seraient prédisposées aux capacités psychiques. À C'est côté ça. des Amérindiens, on parle aussi beaucoup des lignées celtes. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, ça en fait partie. Ouais, c'est justement ce que je suis en train de chercher à l'heure actuelle, parce qu'on voit bien que Gary Nolan aussi, ça, on en parle dans le premier tome. Il a remarqué qu'en fait, il y avait une formation dans le cerveau entre l'accoudé et le putanem, qui est en fin de compte une connexion, une formation qui s'est créée. Il ne s'explique pas comment en fait. Est-ce que c'est dû à des gens qui ont eu des rencontres rapprochées? Bon, c'est beaucoup plus fourni dans le livre, ce que j'explique, mais en fait, c'est vrai qu'il s'est demandé si c'était dû à ça ou si c'est générationnel. Est-ce que, tu vois, dans un lointain passé, est-ce qu'il y avait déjà eu des contacts rapprochés qui ont fait que ça a créé une certaine forme d'évolution et au fur et à mesure des générations, ça a surdéveloppé une partie de cet endroit cérébral qui créait en fait une connexion beaucoup plus c'est-à-dire qui va développer une intuition hautement intense, en fait. Et donc, certains agents des renseignements ont ces facultés de recoupement, de pouvoir recouper pour des enquêtes, etc., et qui sont sûrement souvent recrutés grâce à leur rapidité en fait de connexion. Et c'est vrai qu'ils ont, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Et je pense que ça peut être, tu sais, ça me fait penser au film Taken. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, De la Spielberg. série, c'est quand même la série. Voilà. Oui, quelqu'un de Spielberg. Spielberg. Ouais, tout Très, à très, fait. En fait, effectivement, tu vas avoir une hybridation qui va faire que de génération en génération, ils vont finir c'est ça. par aboutir par cet enfant qui va développer ce don C'est psychique. extraordinaire, tout à fait, voilà. Alors, Ouais. c'est là où je voulais parler des lignées, c'est qu'il est probable, peut-être, que que ce soit les Amérindiens, que ce soit des Celtes, peut-être d'autres peuples, aient eu donc des croisements, des hybridations, mais peut-être très loin dans le temps, et que sporadiquement, il y a un gène qui revient, qui était récessif, qui devient actif, et qui développe un certain nombre de capacités. Ça pourrait expliquer effectivement la voyance, le magnétisme, des capacités qui sont pas forcément innées chez nous, donc qui n'a pas développé chez tout le monde. Voilà. Tu vois, il y a l'aspect des autistes. Ils ont fait là récemment Oui, c'est sorti sur le fait que les autistes en fait n'arrivent pas à communiquer entre eux comme ça ou avec un adulte ou avec leur environnement. Par contre, ils ont remarqué qu'ils arrivaient télépathiquement à se retrouver dans un lieu précis qui s'appelle The Hills. Et c'est le Hills Effect en fait. Et j'en parle aussi, mais c'est dans le deuxième tome. Je suis déjà en train de. Ça va être quelque chose le deuxième tome. bien. Ouais, À mon avis, il y en aura même un troisième parce que, ouais, c'est ça. Il y a... bah, peut-être avec Stéphane, pourquoi pas, parce qu'il a beaucoup de renseignements aussi. Ah ouais, Stéphane, ouais. On en reparlera. Si tu le veux. Je parlais des Milabs, du fait que des militaires pourraient enlever des terriens. Donc en fait, je fais référence à un épisode de la série X-Files, donc évidemment grosse série pour tous les passionnés que nous sommes de ces sujets-là. Donc dans la troisième saison d'X-Files, dans l'épisode 20, qui s'intitule Le Seigneur du Magma en français, et le titre original étant José Chung's Outer Space. Voilà. Donc en fait, on a dans cet épisode deux jeunes, un couple de jeunes, un homme et une femme, qui sont enlevés. Euh, ils voient une soucoupe qui arrive et on a deux types qui sont des gris, en fait, qui viennent pour enlever ce couple.
Et puis tout d'un coup, on a un autre vaisseau qui arrive, qui est lui triangulaire, et on a une espèce d'être qui en sort, qui lui est assez monstrueux. Et en fait, il va enlever à la fois le couple et les grilles. Et on va retrouver ensuite dans une prison donc le jeune homme qui va être enlevé. Mais avant d'être enlevé, il voit à côté de lui un gris qui fume et qui parle anglais. Et en fait, on va comprendre plus tard que, eh bien, en fait, on a des soldats américains qui utilisent une technologie à bord d'un ovni pour enlever des terriens et leur faire croire que ce sont des extraterrestres, alors qu'en fait, ce sont des agents du renseignement américains. Mais simplement, il y a un vrai extraterrestre qui va enlever ces agents-là, ces faux extraterrestres. Donc, on est complètement dans cette logique-là. Et je sais que les scénaristes de la série X-Files se renseignaient souvent auprès d'ufologues. Et Dr Lakatsky, il parlait même de faux Men in Black. Ça, j'en parle aussi dans le D'accord. premier tome. La question, c'est qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, alors? Bah, ils sont capables de se mentir entre eux. C'est ce que disait Dr Lakatsky lui-même, qui faisait partie de la CIA. Ouais. Comme disait Boileau, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Oula, je la note celle-là. Bon. Ce sera la réflexion pour la soirée. Ah, c'est ça sera la réflexion pour la soirée et peut-être le mot de fin, parce que bon voilà, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon des sujets de ce trimestre d'actualité que l'on voulait voir ensemble. On a fait aussi un très beau tour d'horizon de ce que va être ce premier livre en binôme Sarah et Daniel qui va sortir donc le 7 avril et le second qui va sortir sûrement avant la fin de l'année, là, vu où vous en êtes déjà sur la... Ça carbure, hein, ça carbure. C'est ça, c'est votre éditeur qui va être content. Et donc, bon, en tout cas, voilà, nous, on a hâte de pouvoir découvrir ce premier ouvrage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit entretien à 4. Là, il y a vraiment eu beaucoup d'informations qui ont fusé. Moi, j'ai pas retenu tous les noms, hein, donc... vous allez faire comme moi, vous allez re-regarder l'émission en notant tout, et puis après, comme ça, vous pourrez compléter vos propres recherches. Et puis, eh bien, moi, je dis, vous revenez quand vous voulez. Sarah et Daniel, vraiment, c'est un vrai plaisir de vous avoir reçus sur la chaîne. Merci. Et puis, nous, Stéphane, on va se revoir dans un trimestre. Ça sera après, je pense, pour l'été, là, après Exitu, comme ça, tu pourras nous faire un débrief du congrès. Bah, tiens, oui. Voilà, tu seras notre envoyé spécial. Voilà, tu as l'étiquette envoyé spécial sur Exitu. Et puis comme ça nous donnera l'excuse de nous retrouver avant l'été pour pouvoir rediscuter de cette ufologie du deuxième trimestre de 2025. Voilà, est-ce que quelqu'un veut dire le mot de la fin? Voilà. Peut-être que on devrait se préparer à un éventuel contact un jour proche, peut-être. Si, comme le dit Elisandro, peut-être que c'est imminent. De notre vivant, en tout cas, ce serait mieux. Oui, ce serait bien, franchement. Très bien. Ça dépend. Tout dépend ce à quoi on a affaire, hein, quand même. Bon, qu'importe. Ah oui? Si. Bah oui, qu'importe. Même si on doit finir dans l'estomac d'un extraterrestre, au moins on finira en se disant on avait raison. Voilà. Je ne partage pas ton avis, Antoine. Tant pis. Ok, très bien. Allez, bien voilà, on clôture donc ce 12e opus de Ici on parlait vraiment d'ufologie. Merci d'être resté jusqu'au bout sur cette longue émission. À très bientôt les amis. Merci à vous trois d'être venus. Et puis, on se dit au volume numéro 2. En tout cas, on fera une bis repetitas pour savoir ce qu'il y a dans ce volume numéro 2, même si on a eu beaucoup de spoil. Allez, ciao. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Salut à tous. Au revoir.